Je suis Julien, Je suis Valentin. et vous écoutez l'épisode 5 du Yusan Podcast. Salut Valentin et bonne année, car c'est le premier épisode de 2021, et bonne année à nos auditeurs aussi. Comment tu vas depuis tout ce temps? Bonne année à toi, Julien. Moi, ça va. Merci. C'était un peu un mois assez chargé, quoi, pour moi. Beaucoup de boulot, mais content de commencer cette nouvelle année en essayant de mettre celle de 2020, là, tu vois, un peu derrière, parce que ça puait un peu 2020, donc content de commencer sur de nouvelles bases, on va dire, et on va voir ce que l'année nous réserve, surtout en K-pop. Écoute, moi d'un point de vue personnel, pas mal de hauts mais surtout de bas. J'ai trouvé la fin d'année et début 2021 être très compliqué psychologiquement parlant, mais je crois que c'est un peu la période, hein. Il y a un côté déprimant au mois de janvier, je trouve. Je sais pas si je suis le seul à le penser, mais je trouve ce mois super déprimant. Tu passes les fêtes de Noël et après tu te retrouves, c'est la rentrée, déjà il fait froid et tout, donc il y a plein de Ouais, il y trucs a qui plus rien, il fait froid, il fait gris, tu te rends compte que... Tu sais, pendant les fêtes, t'oublies un peu tes problèmes et tout, et puis en janvier, t'as toutes les merdes, tu dis, ah tiens, j'ai cette merde là, ah mais j'ai cette merde là aussi, ah tiens, j'avais pas vu celle-là, elle est collée sous ma chaussure. C'est vraiment... En news liées à la chaîne, on a le Yusan Shop. Donc j'avais envie à la base d'ouvrir une petite boutique quasi dès le début, mais une abonnée avec qui je parlais, en fait au début de la chaîne, m'avait dit, non mais t'as à peine 500 abonnés, ça fait peu quoi. Et c'est vrai que je m'étais dit, ouais c'est vrai. Donc j'ai attendu et puis là, je sais pas trop, je me suis dit que j'allais ouvrir ma petite boutique. Donc le mois de janvier en plus c'est symbolique, c'est le premier de l'année, donc let's go. Donc pour celles et ceux qui savent pas, j'ai une formation de graphiste à la base qui m'a amené plus tard à faire de la direction artistique. Aujourd'hui je suis aussi concept designer, et donc là je reviens un peu au début, au graphisme, avec des designs qui pour le moment sont simples et qui sont en fait à la fois des produits dérivés de la chaîne et des idées que j'ai en rapport avec la K-pop que vous pouvez en fait imprimer sur plein de supports que vous voulez, et tout ça se passe sur Redbubble. Je gagne pas énormément sur chaque produit, mais je me dis mieux vaut gagner 1 € que rien du tout, donc voilà, ça c'était une petite nouveauté dont je voulais parler dans le podcast. Récemment on a fait le Usan Vision 2. Ouais. Oui, qui était encore Ouais. plus gros que le précédent, parce Ouais. qu'il y avait des demi-finales et tout, c'était un peu gigantesque. Donc pour rappel, c'est un concours de B-side sur le Discord, et je félicite Letty qui avait choisi la chanson Rise de Taemin. Chanson que j'ai vraiment appréciée, parce que j'avais mis 12 points. Je suis vraiment content pour elle. Puis Louise aussi, c'était son premier concours, donc elle a fini seconde, et Morgane troisième. Et ça, c'est vraiment une belle histoire en quelque sorte, parce qu'elle avait fini dernière la première fois. Désolé de le répéter, mais faut quand même que je le dise. Et là, elle se retrouve troisième. Donc la preuve que le classement d'un concours à l'autre, ça veut absolument rien dire, quoi. C'est pas parce que tu te foires une fois ou que tu gagnes une fois qu'après tu vas toujours gagner. Donc je trouve que c'est cool. Ça prouve que t'as raison de participer, parce que ta Ouais. chance elle est reset à chaque fois, quoi. C'est ça. Moi, Moi, je trouve qu'il était bien. moi, mon score était un peu moins bien, mais au moins je sais que j'ai fait découvrir une artiste à des gens qui ont beaucoup aimé, donc je suis content. C'est un peu ce que je cherchais moi derrière, c'était faire découvrir cette artiste Yeso, d'ailleurs, si vous connaissez pas. Oui, voilà, j'allais dire, YESO. autant le dire quand même, Voilà. donner le nom et tout, comme ça pour les gens qui Voilà. ne connaissent pas. Yeso, donc allez voir, c'est trop bien. Et Donc moi j'avais pris Luna, qui était assez étonnant. et je l'ai même pas vu venir, hein. Je lui ai mis 12, je l'ai même pas vu venir que c'était toi, mais j'aurais dû m'en douter. Voilà. Mais du coup, au prochain, je ne peux pas utiliser Luna, malheureusement. Et pourtant, Dommage. quel dommage. Je sens que je vais me faire niquer sur des chansons de Luna et tout, là, je suis dégoûté. D'ailleurs, en parlant de Luna, quand même, faut dire quelque chose. Ah, Parce que, déjà, alors, les orbites qui écoutent le podcast, mais qui ne sont pas sur le Discord, faut que vous sachiez qu'en ce moment, il y a une grosse conversion Luna qui est en train de se faire. Il y a Julien qui est en train de faire sa petite armée d'orbites, et je suis tombé dedans. Voilà. Je reconnais. est-ce aujourd'hui, que je t'es suis vraiment orbite. tombé dedans par ma faute? Parce que, à vrai dire, tu Euh, t'étais quand même un peu intéressé, tu m'avais dit, pendant ouais. le premier confinement, donc c'est pas tout à fait vrai. Alors, oui, je m'y suis intéressé pendant le premier confinement, parce qu'au début j'étais un peu sceptique, mais ça on va en parler dans le débat et tout, qu'on aura tout à l'heure quand on présentera le programme. Mais c'est vrai que pendant le premier confinement, parce que tu m'en avais déjà parlé un petit peu, tu m'en avais reparlé, tu m'avais dit intéresse-toi et tout, au concept et tout, regarde un peu l'histoire, et donc tu vois, je m'étais un peu mis après
tout seul quand même, j'ai un peu essayé d'écouter vraiment tout ce que j'avais manqué auparavant de Luna. Et c'est vrai que petit à petit j'avais commencé déjà à bien aimer, donc j'avais déjà des sons que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que déjà je pense aussi il y a l'effet Midnight avec cet album que j'ai vraiment adoré, Why Not que j'adore, qui m'a donné encore plus envie de connaître. Et toi derrière qui sur le Discord va créer un salon Stan Luna. Et le fait d'être plusieurs, tu vois, à suivre le truc, ça a créé une sorte d'émulation. Et aujourd'hui vraiment j'adore au point que, voilà, c'est un peu la petite histoire là qui traîne sur le Discord. J'avais la possibilité de récupérer un lave-linge gratuit, donc il me fallait une camionnette pour louer ce lave-linge, sauf qu'ils ont eu la brillante idée, Blockberry a eu la brillante idée de sortir le fan kit Luna. Du coup, je me suis payé mon fan kit Luna, et je me suis retrouvé à atteindre mon plafond, et je ne pouvais pas louer ma camionnette pour aller chercher mon lave-linge. Donc, je pense que ça y est, je suis Orbite. Dur. Enfin, très bien, mais dur en même temps. Mais tu sais que moi, à la base, quand j'avais fait le salon, je me suis dit, bon, tu sais, c'était début janvier, donc c'était un peu la période déprimante. Je me dis, putain, je me fais chier quand même. Et je me suis dit, je vais faire un truc qui va m'occuper pendant plusieurs jours. Genre, je vais un peu parler du groupe. Je suis en plus, bon, déjà, c'est mon Discord, donc je fais un peu ce que je veux. Et je me suis dit, pourquoi pas. En plus, les gens, à chaque fois, quand ils m'en parlent, ils me disent, ce serait trop bien que tu nous expliques Luna, je sais pas quoi. Et je me suis dit, bon, bah, faisons-le, quoi, tout simplement. Mais je t'avoue, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des discussions vraiment autour du groupe. Je pensais qu'il allait y avoir 2-3 gens qui allaient lire de leur côté, sans plus, et que ça allait s'arrêter là. Mais effectivement, il y a quand même eu une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes qui se sont un peu ajoutées aux conversations. Puis finalement, ça a créé des conversations, genre tous les jours, les gens attendaient... parce que donc, pour ceux qui savent pas, je faisais une fille par jour, ou un MV, ou... genre une subunit, enfin la première chanson de la subunit, le lendemain je faisais le repackage, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc Who's Next Girl, tu vois, genre... Et c'est vrai que ça a créé un truc trop bizarre, et les gens, c'est vrai qu'ils sont devenus... c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait ça tient à rien, la K-pop, parce qu'en fait c'est une fois que tu prends la main des gens, et que tu leur expliques, tu leur dis là où il faut regarder, en fait ça va tout seul, quoi, tu vois. Je pense que si quelqu'un faisait pareil avec moi pour, je sais pas, Dreamcatcher, ou je sais pas, un groupe que je connais un petit peu et qui a aussi des histoires un peu comme Luna, mais qu'en fait il faudrait m'expliquer, tu vois, MV par MV, un jour par jour, bien me présenter les membres et tout. Je pense qu'en fait à la fin tu tomberais aussi en fait pour d'autres groupes, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord, hein, parce qu'il y a quand même cet effet de... Bon, t'es accompagné, comme tu dis, mais tu partages le truc, parce que moi, c'est ça aussi que je retrouve dans la K-pop et qui me plaît, c'est la notion de partage. Et là, du coup, de partager ça, ces théories, parce qu'on est, voilà, on est plusieurs à se dire, ah, mais je pense que ça, c'est ça, puis non, c'est ça, puis il y en a un autre qui va arriver. Attends, t'as peut-être loupé cet indice-là. On fait le truc ensemble, et du coup, forcément, il y a cet esprit de groupe, cet esprit d'équipe, pardon, qui rend le truc hyper intéressant, quoi. Mais après, bon, tu t'appropries, ça devient personnel aussi, l'intérêt que t'as et l'amour que t'as pour le groupe, quoi, l'artiste. Mais il y a un engouement, tu sais que t'es pas seul à aimer le truc et ça favorise tout ça, quoi. Ouais, il y a une espèce d'effet de groupe, tu veux dire. Genre, tu vois une personne qui s'y intéresse, donc toi tu dis, tiens, je vais peut-être m'y intéresser un peu aussi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui étaient pas spécialement motivées. Et quand ils ont vu qu'il y avait vraiment des discussions, que genre, alors que certains autres channels étaient un peu plus calmes parce que c'était le mois de janvier et que le Usain Vision était terminé, donc tu vois, c'était un peu le seul channel qui était encore assez actif, et du coup les gens se sont dit, tiens, j'ai quand même envie de participer à ce truc, j'ai pas envie d'être à côté du truc, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça te fait rentrer un peu dans un cercle, genre même en vocal, finalement, à un moment donné, on se retrouve à reparler de ça, donc du coup, il y a que les initiés qui comprennent ce qu'on raconte, tu vois, et en même temps, tu vois, mais j'essaye de pas trop en parler parce que je me dis, putain, les gens après vont être saoulés. Je me suis dit, je vais juste faire mon salon, je vais pas trop parler, sauf dans celui qu'on a pris là, ton Discord. Là. Oui, c'est vrai, à la c'est ton Discord, les gens savent que tu es Orbite, donc ça fait partie du package quand on rentre dans le Discord. Voilà. Pour terminer avec le Discord, un nouveau jeu qui s'appelle le maillon faible, genre bruit d'orage derrière là. Concrètement, en fait, on a une liste de chansons d'un groupe et chacun à notre tour, on sélectionne une chanson de cette liste et en faisant ça, en fait, on sauve la chanson. Donc forcément, à la fin, il reste plus qu'une chanson parce que c'est la dernière à être sauvée. Et donc la dernière à être sauvée, tout simplement, elle est éliminée. Et ensuite, on reprend cette même liste, moins la chanson éliminée. Et on recommence, et on resauve des chansons. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une chanson qui se fait éliminer. Et donc, à la fin, forcément, il en reste plus qu'une. Et c'est un peu genre la chanson qui aura évité l'élimination jusqu'au bout. C'est un jeu qui prend son temps.
J'aime bien l'idée, personnellement, j'aime bien ce côté un peu chill, mais en même temps, c'est aussi le jeu qui te file un gros coup de stress, de tension, d'effervescence. C'est un peu comme une bombe à retardement, en fait, ce jeu. C'est quand il reste plus que 10-20 chansons, c'est le bordel. Total. Ouais. Au début, tout le monde s'en fout et tout, et puis à la fin, c'est en mode quoi, mais non, mais pourquoi t'as éliminé ça, mais ça c'est trop bien, et ça c'est la meilleure. D'ailleurs, il y a Edgar Fox qui nous a fait un petit résumé, du coup que je vais vous lire pour présenter le jeu. Alliance, équipe, stratégie, trahison, troll et coup de poignard dans le dos, etc. Revivez une guerre dans un fandom pour élire la meilleure chanson d'un groupe. C'est tellement la guerre que Fancy s'est pris un BDZ dans la gueule. Le maillot faible, un jeu pour toute la famille. Oui, donc Fancy s'est fait éjecter avant BDZ de Twice. Oui, BDZ est arrivé deuxième. Pour Twice, en numéro 3, nous avons eu Yes or Yes. En numéro 2, BDZ. Il y en a qui sont contents, là. Numéro 1, Feel Special. Heureusement. Heureusement, ouais. Pour Girl Generation, on a eu numéro 3, Jenny. Numéro 2, Flower Power. Et numéro 1, I Got a Boy. La Flower Power, la chanson que j'ai carry jusqu'au bout. Au début, j'ai voulu faire Mr. Taxi, mais après, le seul moment où je sauve pas Mr. Taxi, elle s'est fait éjecter comme une grosse merde. Mais voilà. Ensuite, pour Blackpink, alors là, Blackpink, franchement, il y a eu du sang, Blackpink, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que Blackpink, on en parle peut-être pas beaucoup sur le Discord ou dans notre communauté, pardon, mais c'est quand même un groupe que tout le monde aime. Tout le monde connaît, dire, ouais. Voilà, tout le monde connaît, tout le monde aime, et ça a été vraiment la guerre, celui-là. On a dégagé Whistle, qui est en 7ème position, mais bon, n'en parlons plus. En 3ème, nous avons As If It's Your Last, en 2ème position, Lovesick Girls, et en 1ère position, quand même, Boombaya. Quand même, le début, ça. Ouais, Justice aussi. Et enfin, Stray Kids, nous avons eu à la 3ème place Levanter, à la 2ème place District 9 et à la 1ère place Miro. Et en ce moment, c'est Red Velvet qui tourne. On a 90 chansons, donc c'est énorme, je sais pas quand c'est que ça va se finir. Mais pour moi, c'est horrible. C'est une souffrance. Pour l'instant, ça va parce que c'est du tout premier son. Il y en a, je sais pas combien, il y en a très peu qui ont encore été éliminés. Mais quand on va arriver dans le top 30, je pense que là, je vais commencer vraiment à avoir mal. Voilà. Je pense qu'il y a eu quoi, 3-4 chansons. Il y en a quasiment 2-3 par jour qui sont éliminées. Et forcément, ouais. Plus on va avancer, plus il y aura d'éliminés par jour, vu qu'il y aura moins de chansons. Donc là, au début, on en avait 90. Et là, on doit être à 86, 87 chansons. Et après, ça va aller de plus en plus vite, en fait. Donc, à voir. Je pense que là, par jour, on en élimine au moins 2, je dirais 2 à 3. Ouais. Mais j'ai hâte de rentrer dans le lard dès qu'il y aura moins de chansons. Parce que là, pour le moment, c'est vrai qu'avec toutes les B-sides, etc., je me sens pas encore très légitime, tu sais. Ouais. Il faudrait que je réécoute tout d'un coup. Et encore, je suis pas sûr que même en réécoutant tout, je me souviendrai de tout ce que j'écoute. Donc je me dis, pour le moment, je laisse les connaisseurs faire. Voilà. J'avoue me préparer le terrain, là, en espérant que vous éliminez pas quand même certains trucs évidents. Ouais. Oui, et t'inquiète. après, je pense que Et je protégerai Ice Cream Cake. Merci. Donc, comme d'habitude, on fera le tour des news, un retour sur le classement. Notre sujet, ce sera les groupes qui ont des histoires et du storytelling. Est-ce que c'est devenu la seule façon de survivre dans l'industrie K-pop? Et top 5 de fin d'année en rapport avec notre maillon faible, le groupe Red Velvet. Et en commençant par les news de la semaine. Alors, pour les news de la semaine, en première actu, j'avais envie de vous faire un petit retour sur 2020, notamment les ventes d'albums qu'on a eu. Donc, bien sûr, qui dit fin d'année dit charts. Et on a pu voir qu'une fois encore, les ventes de certains groupes ont quand même pas mal explosé. Alors oui, tout est relatif, mais bon, je trouve qu'à une époque où la musique numérique est reine, c'est quand même assez impressionnant de voir autant de ventes d'albums physiques. Surtout Blackpink, qui au chart Gaon ont dépassé le million. Tout comme au cumul de leur comeback IZ*ONE, qui ont dépassé aussi le million. C'est incroyable ça quand même. Hein. En vente, le million de ventes, c'est énorme. Enfin, en 2021, c'est énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la K-pop, vu que ça vend beaucoup, il y a beaucoup de streams aussi, avec des vues là sur YouTube et de ça, on se rend plus trop compte, mais en comparant à l'industrie musicale occidentale, c'est quand même quelque chose de ouf, quoi. Enfin, surtout par rapport à la France, rien que ça. Mais donc voilà, on a aussi, on se retrouve aussi, voilà, quand même plus de 700 000 ventes pour The Album de Blackpink avec les charts Santeo. Alors petit rappel, donc les charts Santeo, en fait, ça va prendre en compte les copies du coup vendues
aux clients, grossièrement. Et les charts Gaon, ça va prendre en compte les copies vendues aux distributeurs, donc au magasin en gros. Donc voilà, il y a un petit calcul à faire différent, sachant que tout n'est pas pris en compte. Donc voilà, c'est un peu difficile de se fier exactement aux chiffres, mais il y a déjà une idée un peu de ce à quoi ça ressemble. Et chez les boy groups, on a quand même BTS avec Map of the Soul 7 qui nous a fait plus de 4 millions de ventes d'albums en même pas un an. Et ça, c'est énorme. Enfin, qui fait ça? Qui fait ça? Et surtout que derrière, ils enchaînent en fin d'année avec leur Hot Mini Album B qui fait plus de 2 millions de ventes en 3 mois? 4 mois? Enfin, c'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Pour un album à 50 balles en plus, hein, je le rappelle. Ouais. Et après on continue à nous dire que la K-pop c'est un petit truc et tout, ça ne marche pas. Enfin bon, on a aussi NCT avec Résonance qui a vendu plus de 2 millions d'exemplaires. Mais aussi voilà, on a aussi d'autres groupes qui sont vachement démarqués. Dans les girls group, on a Twice, ITZY, Luna, Idol. Et chez les boy groups, Seventeen, tout le reste de NCT ou encore Super M. Bref, la K-pop, ça brasse la moula. C'est certain. Ensuite, autre sujet dont on voulait aborder, c'est bien sûr la fin des contrats de plusieurs groupes d'artistes. Ah. Alors, donc, plus qu'une simple fin de contrat, c'est aussi le début de la fin d'une ère, donc celle de la troisième génération, qui commence un peu à se mettre en place. Et clairement, faut le dire, c'est un peu un crève-cœur. Mais faut aussi que ça tourne dans l'industrie, que les artistes volent un peu de leurs propres ailes, mais c'est quand même quelque chose de dur. Donc cette année, on a notamment GOT7, Red Velvet, Mamamoo, Laboom, IZ*ONE, IZ*ONE, j'en sais rien, Winner, Oh My Girl ou Sonamu, pour ne citer que. Ensuite, on peut dire, bon, ça pue un peu pour CLC, Momoland, Black Swan et AOA. Donc, non mais attends, voilà. Concrètement, il faudrait qu'on les fasse. Genre, qui sont ceux où on pense que ça va être compliqué? Genre, c'est juste une prédiction, tu vois, ça veut pas dire qu'on a raison, c'est juste une impression qu'on a. Alors, pour moi, GOT7, déjà, je pense que, bon, on a la réponse, parce que même ouais, GOT7, ça paraît compliqué, ouais. Voilà, parce que même si c'est vrai qu'on dit, voilà, GOT7 n'est pas fini, le groupe existe toujours et tout pour JYP, mais pour moi, c'est la marque qui appartient à JYP, toujours, parce qu'il y a quand même toujours des goodies à écouler, tout ça, mais en attendant, ça y est, déjà, les groupes, les membres du groupe commencent à préparer leur plan chacun de leur côté, quoi. Et il y aura peut-être une réunion, on n'en sait rien, un jour. Mais là, je sais pas, tu vois, il y a plein d'autres groupes qui... Le nom existe toujours, mais ils n'ont toujours pas eu de réunion, quoi. Donc, ouais. Pour GOT7, j'en doute. Bah, si elle en avait dit, c'est un peu... Ça pue un peu. Ça pue un peu. Ça veut, je pense que ça veut rien dire, genre c'est pas au point de... On va dire si GOT7 c'est un 10, celle-ci c'est quoi, c'est un 5 sur 10, c'est la moitié, quoi. Parce qu'une membre en moins, c'est pas que ça veut rien dire, mais... Voilà, mais c'est vrai que tu sens que le groupe, il est quand même pas mal mis de côté, on s'en occupe pas bien, enfin la Cube s'en occupe pas bien, une membre est partie. Dans ceux que tu as cités, donc pour moi Laboom, ça me paraît compliqué aussi. On n'a pas vu de retour des nanas depuis un petit moment, après on sait jamais. Black Swan aussi. Black Swan, ouais, ça va être compliqué, surtout, bon, il y a eu les ventes là qui ont été pas ouf, et plus là, une des membres qui a dû quitter justement le groupe, donc c'est un peu à cause d'une histoire de fric là. C'est un peu entaché malheureusement le début du groupe, quoi. Et le petit flop aussi, c'est vrai quand même de faire un album de reprise de Rania, c'est vrai que ça a pas mal, même moi, tu vois, c'était pas incroyable. Après, Mamamoo, bon, on a déjà Solar. Ouais, Mamamoo 50-50. Ouais, je pense que Mamamoo, elles peuvent re-signer Win et Wassa. Ouais, je pense que il y a 50% de chanceux et 50% de chanceux. Ouais. Parce que regarde, c'est quand même les quatre, elles sont potes d'enfance, de ce que j'ai compris, enfin, elles se connaissent depuis très très longtemps. Et elles font du solo à côté, donc je pense qu'il y a un bon compromis dans leur agence et il y a moyen. Me dit. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est que si ça avait été clair et net, on le saurait déjà, tu vois, vu qu'on sait que Win et Solar ont... non, c'est pas Win, c'est Solar et Moonbyul ont déjà signé. Ouais. Donc, on sait qu'il y a forcément... Il y a un pet dans l'eau, tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a forcément un truc où... Sinon, ils nous auraient déjà dit, les 4 ont signé et basta, tu vois. Ouais. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a... si elles re-signent maintenant... Tu sais que la prochaine fois, elles ne re-signeront pas. Et il me semble que les seconds contrats, c'est plutôt de l'ordre du 2-3 ans, quoi. Donc, bon, c'est encore pas mal, 3 ans avec Mamamoo. Mais, voilà, on sait que coup-ci, coup-ça. C'est pour ça que je pense que c'est du 50-50. Mais je pense pas que ce soit... Tu sais, ça veut pas dire que quand il y a une fin de contrat, ça veut dire que les gens se détestent ou que c'est fini. Ou, tu vois, aussi, ça se peut qu'elles se disent, bon...
On a fait plein de trucs ensemble, c'était cool, mais Ouais. maintenant on est grande et on n'est plus trop des idoles. Enfin, faut aussi faire la place en quelque sorte à la nouvelle génération, tu vois. Ouais. Et te dire, non, on va faire d'autres trucs et ça va. Enfin, genre, ouais, ça, elle vend bien de. Enfin, elle vend de ouf même. Donc, Mm. tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Rien n'est perdu, quoi. Solar est super. Enfin, les quatre sont super appréciés, quoi qu'elle fasse. Donc, Ouais. voilà. Après, moi je pense aussi Sonamu, bon, Sonamu, elles ont été mises sur la Ouais, touche Sonamu, depuis c'est 2 mort. ans, elle est pas, donc je pense que C'est mort de chez mort, mort. finalement. Oh My Girl, bah, j'ai l'impression, enfin, c'est vrai que Oh My Girl, j'ai vraiment découvert cette année, même si avant j'écoutais un petit peu quelques sons, mais je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une explosion un peu tardive de Oh My Girl? Peut-être que je me trompe hein, en disant ça. Je pense que Oh My Girl va continuer. Mm. Et je pense que ce qui s'est passé avec Yua et son solo, ça peut être une Ouais. manière un peu une carotte entre guillemets pour les filles, c'est horrible à dire, mais de se dire Mm. ah bah, si vous restez, si vous signez, vous aussi vous aurez peut-être votre petit solo, tu vois genre Ouais. ça donne Je quand vois. même envie de rester quoi. Je pense que My Girl, c'est plutôt on est plutôt dans le délire va renouveler Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais. ouais. Alors, bien sûr, on a le cas Icy One, donc là, on sait plus où donner de la tête avec Icy One. Parce que voilà, enfin, le contrat qui doit se terminer vers mars, puis du coup, Mnet, tout ça, le scandale, certaines personnes qui demandent à ce qu'elles disbandent, mais là, on vient d'apprendre qu'elles sont prêtes à renouveler, donc apparemment, avec la CJ, ils sont en train de tout faire pour voir un renouvellement de contrat, finalement. Alors, Ah non mais moi la grande franchement, question. je me dis que c'est la grande question parce que faut pas oublier que c'est des nanas qui viennent d'agences différentes, qu'il y a sans doute des nanas qui ont leur mot à dire et d'autres nanas qui ont aucun mot à dire. Et du coup, c'est l'agence qui va décider à la place des filles. Et je sais pas comment ils vont s'arranger, etc. Quoi. C'est vraiment, je pense pas que tout le monde soit gagnant en fait dans ce truc. Il y en a qui ont envie de récupérer leurs idoles, tu vois, parce que potentiellement, si dedans t'as une Chunga, tu t'es hyper gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et plus tôt tu la lances, et plus tôt tu fais des sous, quoi. Et plus tôt tu surfes sur son image. On sait pas trop ce qui risque d'arriver d'ici 1 an, 2 ans. Est-ce que elles vont continuer à être populaires? Parce que moi je me demande s'il n'y a pas aussi une popularité du groupe. Parce que les Mm. gens de base ils savaient que ça allait s'arrêter un jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup Mm. t'es en mode, tu profites de chaque instant. Donc t'achètes chaque album, etc. Tu vois, il y a ce côté-là. Là du coup si c'est toujours... tu dégages comme ça l'échéance, en tout cas tu la remets à plus tard. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas perdre un peu de ce côté magique, entre guillemets? Enfin, je sais pas si c'est magique pour les fans, parce que à la fin ils sont quand même super tristes que le groupe disbande. Mais il y a quand même Mm. un côté intense, tu vois, intense, éphémère. Et enfin, moi pour le moment, je vais dire, Easy One, je suis plutôt en mode ça va disbande. Ou si ça disbande pas, je pense qu'il y aura des membres en moins. Ouais. Je suis plutôt comme ça. Après, je sais pas, c'est juste mon impression. Peut-être que je me trompe complètement et que elles vont toutes re-signer. Enfin, les Mm. agences vont toutes les faire re-signer et ça va continuer. Je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, je sais pas. Pour moi, c'est flou. Voilà. Ça c'est flou, tu sais pas, c'est Je sais pas, ni. c'est flou, là, vraiment, c'est totalement flou. Et bon, avant de parler d'un certain groupe, j'ai juste envie de parler de revenir sur 2020 avec Gugudan. Franchement, ça a été un peu un crève-cœur. C'est vrai qu'avec le temps, ça fait 2 ans pareil, Gugudan, on les avait plus entendus, mais qu'on avait peut-être un peu oublié. Mais moi, de temps en temps, ça me fait plaisir de réécouter. Et là, d'apprendre le disband, c'est quelque chose un peu qui était prévisible. Ça fait mal au cœur quand même, parce que c'était un groupe qui avait un potentiel énorme pour exploser pour moi. C'est juste que voilà, je Ouais, sais tu pas dis que trop ce ça qui s'est tient à passé, rien en mais fait, hein, parce que pour moi, ouais. Gogoden, ça faisait vraiment partie des girl groups qui étaient connus, tu vois. Ben ouais, et Genre puis qui je marchaient pense. bien et tout, Mm, comme Pristine en fait. Bon, Pristine, voilà, c'est une autre mm, histoire, mais moi je me disais Gogodan, si elle continue, elles vont dépasser des groupes qui galèrent un peu, comme justement Oh My mm, Girl, qui galèrent un peu et qui enfin trouvent leur public maintenant. Mais mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que moi, Gugudan, vraiment, c'était un groupe, je sais que j'écoutais, bon, j'étais pas non plus fan, tu vois, du groupe, mais j'écoutais toutes leurs sorties, tout ça, je suivais quand même un peu le groupe. Et puis après, après leur dernier mini-album, il n'y a plus de sortie, donc c'est vrai que j'ai un peu arrêté de suivre un peu leur actu, donc j'ai pas trop fait gaffe, donc ça a été un peu une surprise, tu vois, de découvrir ça. Et je me suis dit, putain, si Gugudan, ça avait continué, je pense qu'elles auraient pu aujourd'hui peut-être pas, même être au-dessus de groupes tels que, je sais pas, ouais, Oh My Girl ou Wake Me Kid, ça, bon, des groupes que j'aime bien Ouais, aussi. ou Mais je même pense qu'ils auraient Pristine, je pu être pense. au-dessus. Exactement. Ouais, qui auraient pu presque même rivaliser avec des groupes comme CLC ou autre, quoi. Enfin, qui auraient pu être dans le top, quoi. Enfin, Gugudan, il y avait de quoi pour moi. Et on va parler de Red Velvet pour terminer.
Alors, je vais dire, clairement, pour moi, je pense que Red Velvet ne finira pas cette année. Non, je pense pas non plus. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore, ils vont encore sortir. Elles vont toutes re-signer, par contre, sans doute avec des clauses dont on n'aura jamais connaissance, mais je pense que Red Velvet a un petit 3 ans. Ça fait peu, et en même temps, c'est quand même pas mal. Et je veux pas dire que c'est leurs 3 dernières années, mais c'est vrai qu'après, dans 3 ans, il y aura encore de nouveaux groupes. aespa aura sans doute fait 10 comebacks depuis. Il y aura sans doute d'autres groupes qui vont devenir entre guillemets les numéros 1, et ça va être un peu comme FX, petit à petit elles vont être de moins en moins, tu vois. C'est sur ça que je me focalise, tu vois, justement par rapport à aespa, en me disant, c'est vrai que quand tu vois FX est arrivé, Girls' Generation n'était pas encore prête de finir sa carrière, quoi. Girls' Generation était là, sont entrés, et puis il y a eu le temps que FX s'implante avant qu'il y ait le basculement, et puis pareil pour Red Velvet. Red Velvet n'est pas arrivé à la fin du coup de FX, il y a encore eu 2 ans derrière, et là en gros aespa arrive à la fin de Red Velvet du contrat. C'est un peu, moi je trouve un peu dangereux en stratégie commerciale de miser tout sur un début, donc Black Mamba de aespa, et dire bon ben on finit les contrats du coup avec Red Velvet, on passe à autre chose. Même si entre temps du coup aespa va très certainement sortir un mini-album, et moi c'est ce que j'attends, parce que pour moi, même si j'ai adoré Black Mamba, aespa n'a rien prouvé, enfin le groupe dans la totalité n'a rien prouvé, et il faut que la transition se fasse progressivement, il ne faut pas que ça soit d'un coup, parce que admettons que là aespa ça marche pas, au final le public est là, ouais en fait non, déçu, bah t'imagines, il n'y a plus Red Velvet, il n'y a plus aespa, ils vont pas ressortir FX. Girls' Generation, s'ils les réunissent, ça sera peut-être pour un truc réunion, fanservice et tout, pour dire au revoir et tout, un truc génial, tu vois, mais pour dire au revoir. Mais ils ont plus rien en girls group, quoi, enfin, si jamais ça marche pas. Ça marchera, parce qu'il y a l'effet SM, il y a l'effet masque, tout le monde attend. Mais tu peux quand même avoir une déception derrière si ça marche pas, et je pense que ça serait un trop gros risque. Donc Red Velvet, ouais, je pense que... Oui, je pense que Red Velvet, on va encore avoir un ou même 2 albums, au moins, je pense. Enfin, quand je dis 2 albums, donc en tout cas 2 gros MV qui viendront avec un EP ou un mini-album ou un album. Okay. Et ce que je pense vraiment, c'est qu'elles n'ont pas le défaut, entre guillemets, des 2 autres groupes, c'est-à-dire que Girls' Generation, elles ont eu une membre en moins, FX a aussi, elles ont eu une membre en moins à un moment donné, la Red Velvet, c'est quand même stable. Ça a failli. Ça a l'air d'aller... Non mais ça a failli, mais tu vois ce que je veux dire. Genre ça va quand même, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont pas ce truc de... où FX, c'est vrai que ça devenait compliqué parce que les gens étaient vénères que Sully parte, Jessica c'était pareil. Même si les groupes ont tenu, ils l'ont prouvé, avec Four Walls ou Party et tout ce qui est arrivé après pour SNSD, tu dis que là, elles ont pas ce défaut-là en tout cas, tu vois, elles ont toujours le groupe au complet, tout se passe bien, les gens aiment bien les sons, je vois pas pourquoi, s'ils ont continué à FX et Girls' Generation alors qu'il y avait quand même des scandales et tout, et des problèmes autour des groupes, là il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent Red Velvet, aucune raison. Ouais. Alors, les comebacks, déjà je parlais de Treasure, du coup, avec My Treasure, donc c'est un son vraiment sympa. Alors, je suis pas vraiment fan de ce son-là, mais bon, j'en parle parce que pour moi, Treasure, c'est vraiment le nouveau groupe Rookie de la nouvelle génération. Donc ils enchaînent pas mal, ils jouent sur plusieurs fronts musicaux, en termes de genres musicaux, et voilà, il y a une diversité que j'aime, et je pense qu'avec le temps même, My Treasure, ça pourra me plaire. Parce que bon, vraiment, il y a toute cette palette musicale qui me plaît déjà, et je crois beaucoup en eux. Et après, musicalement, je trouve aussi que ça me fait penser un peu à du ABBA. Je sais pas ce que tu en penses, du coup, on ressent un peu cette touche scandinave. ABBA, ouais, j'aurais pas dit ça plutôt. Ouais. Il y a un côté un peu kitsch, un peu suranné, mais moi j'aime beaucoup, justement. J'aime bien tout, je m'en remets toujours pas de cette espèce de licorne / Pégase en argent qui déploie ses ailes et tout, c'est tellement kitsch que c'est génial. Et la chanson, moi je la trouve assez sympa, genre je la fredonne pas, mais je l'ai en tête, genre je m'en rappelle, et je me dis c'est pas mal, parce que quand même avec tout ce que je consomme de K-pop, quand une chanson passe l'épreuve du temps, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Ensuite, j'ai parlé de Idol avec Wah et leur nouvel album I Burn. Bon, je vais parler d'album en général, hein, parce que je vais me faire lyncher si je donne mon avis sur Wah. Hashtag Mix and Twist Lion and Anne. Non, voilà, après j'ai compris qu'il y a un sens derrière dans cette construction musicale, ça fait référence à d'autres chansons et tout, mais bon, c'est vrai que j'étais là, j'étais un peu assez sur ma faim à l'écoute de la chanson.
Donc voilà, un album quasi essentiellement écrit et produit et composé par Queen John Sion, qui reste un peu dans la continuité de leur précédent mini-album I Trust, avec ses aspects un peu dark, très romantiques, donc c'est quelque chose de très pulsionnel, notamment dans les visuels, sensuel aussi dans les chorégraphies. Donc c'est pas le genre auquel j'accroche moi, mais je suis plus Dum Dum, moi, alors je suis carrément Dum Dum, mais c'est quand même un résultat impressionnant au niveau de la création artistique qu'elle propose à chaque fois. Je te rejoins un peu. Bon, Damdi, j'avais un petit souci vis-à-vis des couplets dont je me rappelais en fait pas, tout simplement. Genre c'est simple, je me souvenais pas des couplets. Bon, étonnamment, plein de gens aiment pas, donc du coup j'aime bien. Quand tout le monde adorait Señorita, mais j'ai pas aimé Señorita. Quand tout le monde était en train de se toucher sur Oh, j'aimais pas non plus. Mais je trouve ça assez sympa finalement. Je trouve que c'est bon, il y a toujours ce côté complexe et difficilement accessible, je trouve, qu'il y a avec ce groupe. Tu sais, elles ont un peu un côté froid, quoi, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est un peu, t'as du mal à rentrer dedans. Genre, enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de, il y a un côté, je vais pas dire élitiste, mais c'est l'impression que ça me donne en fait avec ce groupe. Et moi, j'aime bien quand la musique pop, elle reste quand même un peu fun, tu vois. Et du coup, c'est vrai que quand je vois des groupes comme Idol qui sont en mode allez, on est très sérieux dans ce qu'on fait, là, genre la musique c'est sérieux, on va proposer des thèmes sérieux avec des trucs très sérieux, bah j'étais très content en fait quand ils ont sorti Damdi parce que je me suis dit bon, ça va. Genre, les Idol elles peuvent sourire, elles peuvent un peu s'amuser, elles font pas toujours la gueule dans leurs clips en train de genre d'avoir du sang sur la tête ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc du coup, je suis quand même content parce qu'à la fin, ça reste quand même de la musique et c'est plutôt fun. Alors tous les titres ne doivent pas être fun, mais bon, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est ce que je recherche et c'est ce qui m'attire et ce que j'aime. Et je trouve que dans Wad, justement, il y a un petit côté qui est à la fois compliqué, donc tu sais, genre le vieux coréen utilisé, et en même temps, j'ai trouvé qu'il était aussi plus accessible dans sa mélodie. Tu vois, un peu moins prise de tête, moins dans la réflexion et plus dans... Voilà, on essaye d'aller d'un point A à un point B, quoi. Notre son, c'est ça, couplet, refrain, rap, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je trouvais que c'était plus logique et plus accessible. Alors que d'autres titres comme... Même si j'aime beaucoup Lion et Oh My God, tu sentais que ça devenait lourd, mais dans le sens... lourd de sens, lourd dans les paroles, lourd dans la mélodie. Tu te dis, oula, c'est grave, là, qu'est-ce qui se passe? On sait pas ce qui se passe, mais c'est grave, tu vois. Ouais. Et je trouve que est un peu plus léger, donc du coup plus accessible, et du coup je pense que c'est pour ça que je l'aime bien par rapport à d'autres titres que j'aime moins. Je suis d'accord. C'est un peu compliqué, mais... Ensuite, je parlais de Cherry Bullet avec Love So Sweet. Alors, franchement, je me suis pris une sacrée claque. J'ai mis 5 jours à l'écouter parce qu'au début j'étais là, ouais, je sais pas, Cherry Bullet, c'est pas trop ma cam et tout. Il y a quelque chose que j'aime bien, tu vois, j'aimais bien Really Really et Q&A. Hands Up, j'étais un peu mitigé. Et là, en fait, je l'ai écouté quelques jours après. Et franchement, je trouve ce son énorme. Franchement, l'instru, trop bien. Celle des couplets aussi, les bridges que tu retrouves après les refrains là, où t'as le sifflement et tout. Mais c'est ouf. Et je trouve même que c'est très couillu d'avoir fait ça. C'est une sorte de demi-refrain. Et après, ça se stoppe. Ça prend la production un peu à contre-pied et t'as les sifflements. Pour moi, c'est super efficace. Je trouve ça génial. Je n'arrête pas de l'écouter maintenant. Pour l'instant, elle est bien, hein. C'est mon numéro 1 de l'année pour l'instant. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de sorties, mais c'est mon numéro 1 de l'année. Voilà. Bon, après, il y a Fiona et Luna qui vont débarquer, donc on verra. Mais franchement, top. Ouais, j'avoue. Tout est bien. Enfin, tout est bien. C'est pas... Je trouve, honnêtement, c'est pas incroyable. Genre, concrètement, quand je pense aux chansons que je trouve incroyables, c'est pas au même niveau. Mais c'est quand même super solide. Et ce clip, c'est juste ingénieux, quoi. Tu prends un plaisir à le regarder la première fois. C'est ça. Tu prends du plaisir, c'est divertissant. Et c'est justement, on parlait d'Idol, Love So Sweet, pour moi, c'est fun. C'est frais. Ça n'oublie pas que c'est une chanson pop. Et en même temps, ça teste quand même des trucs. Parce qu'au niveau de la rythmique, comme tu dis, de l'arrêt, du tempo et tout qui reprend, il se passe quand même des choses intéressantes. Et je me dis... Moi, c'est pour ça que j'aime bien la musique pop. C'est pour ces choses-là. C'est pour des trucs un peu fun et en même temps qui arrivent à garder ton intérêt grâce à l'ingéniosité soit du MV ou de la chanson. Et là, en l'occurrence, c'est les deux, quoi. Donc, allez écouter Love So Sweet si vous l'avez pas encore fait. Je pense que ça peut être une bonne surprise. Ensuite, je vais parler aussi vite fait un peu de Victon, du coup j'ai découvert avec What I Said, donc c'est vraiment pour moi grosse découverte. J'ai écouté l'album qui s'appelle Voice, The Future Is Now, et franchement ça fait partie aussi de mes coups de cœur de la semaine, enfin surtout le title What I Said.
Je trouve que ça dégage une bonne énergie, c'est frais, c'est puissant, donc moi je suis un peu en pleine découverte, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais bon, moi on parle un peu d'artistes masculins quand même sur ce podcast. Donc voilà, c'est sympa, en plus il y a un petit sample de I Like It Like That de Pete Rodriguez que tu retrouves à l'intérieur, donc plutôt cool. Ensuite, on a bien sûr eu la sortie de Dreamcatcher avec Odd Eye et leur mini-album Dystopia Road to Utopia. Et qui a fait un énorme démarrage, j'ai vu, donc il y a eu plus de 40 000 ventes physiques en même pas 24 heures. Enfin, de pré-vente, c'est ça? Ouais. On a vu ce qui est bien, franchement, qui est cool. Enfin, genre. Cool. En fait, t'as du mal à ne pas être content pour un groupe comme ça, tu sais, parce que tu te dis, putain, tu sais que les meufs elles bossent, tu sais qu'elles ont un concept hyper compliqué et en même temps simple, mais qu'elles s'y tiennent, enfin que l'agence s'y tient et tout. Et c'est toujours. Ça fait toujours du plaisir de voir des petits groupes arriver, quoi. Ça donne de l'espoir à tous les autres petits groupes qui n'ont pas spécialement la chance d'être dans une grosse agence de dire, bah nous aussi on peut le faire, tu vois. Genre, il faut des exemples comme ça, quoi. Ouais. Et moi je trouve que c'est un très bon mini-album qui se diversifie plus musicalement et je trouve qu'il est plus accessible pour un large public. Et même Odd Eye, le title, du coup j'étais plutôt conquis, et Poison Love en B-side, j'adore. Et du coup je vois vraiment que le groupe marche beaucoup en France, notamment on a vu qu'il y a quand même 14e des tendances sur YouTube France, et aussi dans les top référencements de Twitter en France, quoi. Donc voilà, c'est la question qu'on se posait aussi sur le Discord, est-ce que c'est le son qui les fera plus exploser en termes de popularité? En tout cas, on leur souhaite. Je pense pas que ça va les faire, tu vois, exploser, dans le sens où je pense pas que Odd Eye soit, même si c'est une très bonne chanson, je trouve pas que ça fasse très méga tube, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que Boca et Scream étaient un peu plus méga tube que Odd Eye. Mais Odd Eye c'est un peu genre la troisième roue, tu vois, de l'engrenage, dans le sens où c'est grâce au mouvement qu'a créé Scream et Boca qu'il manque en fait cette troisième roue pour que le truc prenne enfin et qu'elle fasse enfin leur first win. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans le sens, ça va pas toper le truc, mais ça va continuer l'élan qu'il y a eu auparavant. Je le vois plus comme ça en fait. Et du coup, je pense que oui, effectivement, elles pourraient avoir leur first win, parce que donc là où on parle, elles l'ont toujours pas. Et oui, effectivement, tu sais, c'est un peu comme Twice. À un moment donné, Twice, elles doivent convaincre les gens. Une fois qu'elles ont convaincu les gens, elles pourraient faire un album fait de boîte à meux. Les gens achèteraient quand même parce qu'ils sont fans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'en fait, là, ce qui arrive avec Dreamcatcher, c'est qu'elles ont de plus en plus de fans, donc de gens qui achètent quoi qu'il arrive. Et là, du coup, il faut juste qu'elles chopent encore plus de gens. Parce que là, les ventes, elles les ont finalement. Petit à petit, mais ça vient. Et enfin, je vais finir avec Gravity, avec leur son My Turn, qui tabasse. On dirait, franchement, je trouve que c'est un son, on dirait du Usher, mais bien vénère. C'est quelque chose d'assez explosif, et même si ça peut paraître pas original de ouf, je pense que ça fait le boulot. Donc il y a vraiment une petite variété d'instruments dissimulés que j'aime bien. Tu vois, au moment tu retrouves une guitare électrique, t'as une percussion dans le refrain que j'aime beaucoup trop. Et au début j'étais un peu réticent, surtout au refrain quand t'as le vroom vroom là. Voilà, c'est un peu comme le tout de God's Menu là de Stray Kids, tu vois, c'est le genre de truc au début j'étais wow, qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est un truc qui devient entêtant et après qui te prend et que j'aime beaucoup. Et tu vois, alors maintenant God's Menu pareil, hein, maintenant j'adore. Et voilà, et je trouve que ça pourrait être vraiment un gros bop pour le prochain Fast and Furious. Et franchement, je dis ça sans me moquer, mais c'est vraiment un son qui, franchement, je verrais trop dans un Fast and Furious, et ça pourrait un peu élever un peu plus la K-pop, tu vois, de le voir dans la culture populaire autre que musicale, la K-pop. Donc voilà, Gravity, l'agence là, signée avec Universal. Ça me fait un peu penser à du NCT, je sais pas pourquoi. Ou un peu du Super M, tu sais, genre l'idée, enfin genre NCT comme avec Riding, donc un peu le thème des bagnoles, de la mécanique et tout. Et dans le son, je trouve qu'il y a un peu de ça, quoi. Alors, c'est pas NCT, c'est pas une copie, mais ça me fait penser. Donc c'est parti pour le K-Charts Time, petite débrief de dernière semaine du classement K-pop qui est sur la chaîne. On va discuter des victoires. Donc on a eu G-Friend avec Mago, Chunga avec Dream of You, Hwa de Idol. Donc qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, là, ce que je vois, surtout au niveau du top, parce que moi je vais voir sur tout le mois de janvier, vraiment, ce qu'on a eu tout le mois de janvier. On a vraiment eu dans le top, voilà, Chunga, J-Friend, aespa et N.I.P.E.N. et du coup Idol, du coup qui gèrent, tu vois, un peu qui se prennent un peu le haut du classement. Mais c'est pas un résultat qui m'étonne, parce que vraiment c'est des groupes qui sont attendus, qui marchent aujourd'hui, qui ont des sons qui sont un peu les recettes un peu qui marchent, quoi.
Je suis très content pour Tsonga, évidemment, de l'avoir aussi haut placé. Et pour Mago, bah, moi je suis plutôt content de voir cette belle première place pour finir et tout sa présence dans le K chart. Les fans ont été là, bravo à eux. Ben écoute, je suis d'accord avec toi, aucune surprise de mon côté. Alors oui et non, dans le sens où je trouve que G-Friend reste quand même un gros groupe désormais. Et je trouve que ça a mis quand même du temps avant que Mago soit premier. Et c'est discutablement l'une de leurs meilleures chansons. Donc c'est quand même étonnant que l'un de leurs meilleurs titres ait mis autant de temps à être premier. Maintenant, peut-être qu'il y avait une certaine concurrence, il y avait I Can't Stop Me, il y avait quoi d'autre, il y avait Espa, etc. Donc c'est vrai que la guerre était un peu rude. Comme tu l'as dit, Hypen qui avait atteint la 2e place. Donc est-ce que c'est un indice sur le futur du groupe qui est déjà très très soutenu apparemment? Ouais, enfin, surtout moi j'ai du coup Give and Taken qui est quand même pas mal haut placé. Mais moi c'était Let Me In, tu vois, j'avais été surpris de voir début janvier qu'il était à la 20e place au bout de 2 semaines. Je disais, ah bon, ça se sonnait bien, puis c'est Hypen. Mais petit à petit ça a grappillé des places. Donc ouais, ça... Moi ça m'étonne pas du coup que ce groupe perce. Star de Luna est parti. Oui, quelle belle chanson. Alors je suis content aussi parce que j'avais fait une campagne pour que Ready or Not de Momoland fasse un top 10. Donc pour rappel, elles étaient 20e. Et j'ai demandé aux abonnés de voter pour la chanson, car elle mérite. Que ce serait cool de leur offrir un top 10 pour leur 8e semaine. Et c'est arrivé, elles étaient 9e plutôt. Donc j'ai rigolé, tout seul, mais à la fois j'ai trouvé ça sympathique que tout le monde soit avec moi dans le délire, tu sais, et vote pour la chanson. Je me suis dit, ça c'est cool. C'est dans ce moment-là où t'es content d'avoir une chaîne YouTube, tu vois, où tu sens que tu fais une vague en quelque sorte. Tu te dis, ah, j'avais prévu un truc et ça s'est fait et les gens m'ont soutenu et ont été dans le délire et je trouve ça assez cool en fait. En plus elle mérite, franchement cette chanson elle mérite de ouf. Alors j'avais aussi envie de réagir un petit commentaire parce que je crois qu'il y avait c'était assez intéressant. Donc je sais pas si cette écoute je ne sais pas si cette personne écoute le podcast. Et le commentaire en question était donc c'est résumé hein. Il n'y a vraiment pas assez de votes. Donc sous-entendu pas ouf pour vraiment montrer ce qui est populaire ou pas. Eh bien, je suis d'accord. Et à la fois, je suis pas d'accord. Alors, pas d'accord parce que, je vois les goûts de la personne en question qui a commenté. Et je pense que les trucs que cette personne adore ne scorent jamais très très haut. Donc, tu comprends que la remarque veut dire les votes reflètent pas les vrais goûts des gens. Alors que, si, en fait, c'est juste que la chaîne, elle est majoritairement suivie par des fans de girl group. Et que forcément, elles ont un meilleur résultat que les mecs. Après, le K-Chart n'a pas pour but de refléter la vie des gens en général non plus. Sinon, quel intérêt, on a qu'à se baser sur les ventes d'albums et on a le classement. Là, c'est vraiment quel est l'avis de la communauté française d'un youtubeur X. Maintenant, je suis à 300% d'accord sur le fait de ne pas avoir beaucoup de votes. Parce que, je vous sais que j'aime bien être honnête et transparent. Donc, je vais vous dire un peu ce qui est. Déjà, le chart, c'est vraiment l'une des vidéos préférées que je fais, hein, franchement. Mais j'ai vraiment un mal fou à faire aimer cette vidéo à mes abonnés. Parce que là, la moyenne des vues, c'est environ un quart de mon nombre total d'abonnés pour le moment et au mieux, et là je parle que des vues parce que le nombre de votes c'est encore un quart de ce montant, donc ça fait vraiment très peu pour la vidéo qui est censée réunir tout le monde en fait. Par exemple qu'une vidéo réaction fasse 100 vues, 500 vues, 1000, 2000, même 1 million entre guillemets, c'est pas grave parce que ça dépend du groupe, donc c'est normal que Blackpink fasse plus de vues que Cherry Ballet, tu vois, genre ça paraît logique. Mais là, entre guillemets, tous les groupes sont réunis, entre guillemets, dans le K-Chart. Donc ça touche tous les fandoms. Et des retours que j'en ai, sauf si on me ment. C'est aussi une vidéo appréciée des gens qui regardent. Mais pourtant, vraiment, sauf à part faire une grosse promo agressive sur les réseaux sociaux, et c'est pas quelque chose qui me ressemble, les gens s'intéressent pas plus que ça au K-Charts quand même. Et je suis prêt à parier que la moitié des abonnés ne savent pas ce que c'est, car ils ont jamais cliqué dessus. Et donc j'en reviens à la plainte de base qui était... il n'y avait pas assez de votes, et là je vais bifurquer sur un autre souci. Ma réponse serait oui, il n'y a pas assez de votes, mais est-ce que tu as déjà partagé un K-Charts ou même la chaîne? Donc en tant que créateur de contenu, moi je trouve ça assez frustrant quand les gens te disent ah putain ce que tu fais c'est trop bien, tu devrais avoir plus d'abonnés, dans le sens
Effectivement, moi je suis super content qu'on me le dise parce que ça me confirme que je fais les bonnes choses et qu'il y a des gens qui sont là pour ça et qui apprécient ce que je fais. Et ça, c'est hyper. C'est le meilleur commentaire en fait qu'on puisse te faire, quoi. Donc ça fait forcément toujours plaisir. Mais c'est vrai qu'à côté, tu te dis, ouais, mais si les gens ne font que dire ça sans, entre guillemets, prendre d'action, du genre partager ou liker ou commenter, bah tu sens que c'est quand même un peu. C'est gentil, mais c'est. Ouais, tu vois, une chaîne YouTube, c'est un peu du bouche à oreille, quoi. Donc on va dire là, je vais plutôt parler du K-Chart. Et ça vaut en fait pour tous les YouTubeurs que vous appréciez. Si vous voulez soutenir, il y a des manières gratuites qui sont le follow sur les réseaux sociaux, liker quelques posts, retweeter, partager, et c'est comme ça entre guillemets que vos désirs en quelque sorte vont devenir réalité. Donc si vous voulez qu'il y ait plus de votes pour le K-Chart, bah tout simplement il faut le partager et dire aux gens, pas forcément me suivre, mais vote à ce truc parce que tu peux aimer, etc. quoi. Bon, moi j'ai déjà dit plein de fois, moi c'est pas un problème d'avoir une petite communauté parce que je suis pas en recherche ni de reconnaissance, ni de succès dans le sens popularité quoi ou de célébrité. Donc je me satisfais assez de ce que j'ai. Et j'avoue que j'ai déjà paniqué, enfin paniqué entre guillemets, à l'idée de me dire, mais si un jour j'ai le double, donc en termes d'abonnés, comment je vais gérer ma communauté? Genre littéralement, ça me fait peur. Je me dis, mais je sais pas si je vais avoir les épaules pour le faire, quoi. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des commentaires comme ça, je me dis, bon, ok, j'entends ce que tu veux dire. Et t'as tout à fait raison, parce que je suis d'accord avec toi. Je trouve que, comparé au nombre d'abonnés, j'ai pas assez de votes. Mais c'est pas moi qui ai la solution, quoi. C'est vous qui pouvez faire quelque chose. Moi, je fais déjà mon max, en fait, en sortant du contenu, en améliorant le montage, en essayant d'améliorer ma personnalité, essayer de tourner des vidéos quand je suis de bonne humeur. Au lieu de quand je suis de mauvaise humeur, si je peux dire ça comme ça. J'ouvre un Discord donc, qui pour moi fait partie de la chaîne YouTube en quelque sorte, c'est une extension. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et c'est à vous qui avez le pouvoir de faire en sorte que qu'il y ait plus de votes ou qu'il y ait plus d'abonnés si vous pensez qu'un YouTuber X ou Y mérite plus d'abonnés, quoi. Donc si vous faites rien, évidemment c'est pas grave, mais finalement ça sert à rien de se plaindre du nombre de votes alors. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair. Non, je vois, mais je pense qu'il s'est arrivé à, comme tu dis, c'est un peu l'événement, tu vois, qui réunit tout le monde, le K-Chart. Et moi, je sais qu'au début, quand j'ai découvert ta chaîne, je regardais plus les vidéos réactions que le K-Chart. Parce qu'au début, j'étais là, ouais, je sais voir un peu le classement des musiques et tout, ça m'intéressait pas trop. Mais petit à petit, je me dis, je vais quand même regarder, tu vois, à force. Donc j'ai commencé à regarder, et très vite, j'ai trouvé ça même plus intéressant. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, c'est pour moi un rendez-vous incontournable, le K-Chart. Autant une vidéo réaction, quand tu la sors, même tu vas le dire, je vais peut-être pas la regarder dans l'immédiat, je vais peut-être la regarder sur le soir, sur le lendemain, mais le K-Chart, je le regarde le lundi. Il y a vraiment cette idée de rendez-vous. Et tu vois, j'en ai partagé ça avec mes deux colocs, mes deux anciennes colocs, à qui je fais des bisous. Et tu vois, nous, c'était un peu notre truc, on regardait, quoi. Et le lundi, on se disait, attends, tu m'attends et tout pour regarder le K-Chart et tout. Voilà, tu vois, c'était notre rendez-vous. Il y a un truc intéressant parce que derrière, nous aussi, tu vois, il y a un truc à redire derrière. Tu peux débattre par rapport aux positions et tout, des chansons et tout ça. Il y a vraiment quelque chose à en tirer, quoi. Plus important, je me remets pas en compte, tu vois, l'importance, tu vois, des vidéos réactions, mais plus important en tout cas avec le K-Chart. Et faut juste que les gens, du coup, arrivent à se saisir ce truc, à se dire, ah ouais, il y a ce truc en plus qui est intéressant, c'est le côté aussi rendez-vous. Et peut-être, je sais pas, voilà, peut-être comme tu dis, il y a des gens qui savent pas, qui sont abonnés, qui ne savent pas, qui ne vont pas le voir, qui ne connaissent pas, et c'est peut-être en ayant la curiosité d'aller voir que va y avoir le déclic. Moi, c'est comme ça que ça a marché, tu vois, au final. Bah voilà. Donc la chaîne YouTube c'est moi, bien évidemment, mais je pense que c'est, enfin et toi aussi du coup Valentin, mais aussi c'est vous en fait, et ça vous, je pense que pour toutes les chaînes que vous suivez ou appréciez, vous avez vraiment un rôle à jouer, et je pense que les gens s'en rendent pas spécialement compte. Donc je pense que c'est pas mal de, enfin moi en tout cas je me disais c'était pas mal enfin pas de répondre mais d'en parler, quoi, parce que c'est vrai que on n'en parle pas vraiment. Je pense que YouTube n'en parle pas vraiment parce qu'on a toujours cette peur de se dire les gens, si on dit ça, ils vont penser qu'on dit ça pour les vues, qu'on dit ça pour la popularité, pour l'argent, pour je sais pas quoi. Moi je parle plus d'un point de vue créateur, tu vois, que les gens soutiennent ton œuvre. Alors, ma chaîne YouTube c'est pas une œuvre, et tu vois ce que je veux dire, c'est pas le sens œuvre dans le sens chef d'œuvre, mais dans le sens t'as une création, t'as du temps que t'as investi dedans. Et c'est vrai que toi tu peux pas faire plus que ce que tu fais déjà, et que finalement c'est les autres
sont aussi le moteur et les roues du carrosse, quoi, entre guillemets, les roues du train, ou je sais pas quelle image. Bon, voilà. Est-ce que tu as un truc à ajouter vis-à-vis du Kate Chart, ça? Oui. Alors déjà, bon, je vais un peu survoler ce mystère KDA, du coup, qui nous fait des montagnes russes, mais un peu chelou, quand même. Je vais pas être parano, mais quand même, c'est un peu bizarre, quand même, KDA. Je comprends pas, hein. Tu passes de 14e à 9e, puis tu redescends 14e, puis hop, tu reviens 9e, enfin, je sais pas. C'est bizarre, à chaque fois, tu vois, il y a toujours le même nombre de votes, en plus. Désolé, hein, je vais pas installer de paranoïa. Mais qu'est-ce que vous foutez avec KDA, quoi, à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est assez bizarre. Mais surtout, j'ai envie de parler de Nizi You, qui est rentré dans le Kate Chart. Mais enfin et qui est passé quand même de la 20e place à la 2e place en 2 semaines. Je suis trop content. Elles sont là, mes petites chéries. Donc, trop bien. Mais cette chanson est grave bien. Les gens dorment dessus, quoi. Et par contre, les gens me disaient, mais attends, c'est de la J-pop. Je sais, oui, mais est-ce que vous avez compris c'était quoi le principe du Kate Chart? Alors, ok, ça s'appelle Kate Chart. C'est un peu le classement des réactions que je fais sur la chaîne. Et Nizi You a reçu une réaction. Donc, entre guillemets, c'était logique qu'elle soit en vote pour le classement, quoi. Et bon. Est-ce que c'est de la K-pop ou de la J-pop? Pour moi, c'est de la K-pop chantée en japonais. Pour moi, c'est de la J-pop. Revenez sur l'ancien podcast, voilà. On devait un ancien podcast. C'est pas possible. C'est pas de la J-pop, c'est de la K-pop chantée en japonais. C'est pas possible. Et on va passer à notre débat de cet épisode. Donc, petit débat aujourd'hui. Est-ce que les histoires, les univers sont devenus une condition sine qua non? J'ai réussi à caser ça. Pour réussir si on n'a pas la chance de faire partie d'une grosse agence. Donc alors on le voit depuis tout... Oui. Est-ce que ça sera le titre de la vidéo, ça? J'ai toujours pas décidé du titre, va falloir que je trouve quelque chose. Pardon, vas-y, je te laisse continuer. Alors on le voit depuis toujours, les séries, films, jeux vidéo avec univers sont ceux qui restent le plus longtemps en mémoire, ancrés dans les mémoires. En littérature, je vais citer Harry Potter, en film j'ai cité Star Wars, et en jeu vidéo la saga Warcraft. Ils doivent leur longévité à plusieurs éléments dont un storytelling et un univers étendu assez incroyable avec des spin-offs et autres produits dérivés. En fait on peut dire que c'est là depuis toujours finalement, ça date absolument pas d'hier. Néanmoins un géant du nom de Disney va nous mettre ce phénomène sous le nez plusieurs fois par an pendant des années avec la saga Marvel et ses nombreux films, séries télévision, attractions dans les parcs Disneyland qui communiquent entre eux et qui finissent en apothéose dans les films Avengers. Tout ça, finalement, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le cross-média, donc c'est-à-dire entre plusieurs médias, le storytelling ou en français l'art de raconter une histoire. Difficile de mettre en place ce genre de récit à grande échelle en musique, mais pourtant, c'est un défi que va tenter de relever la K-pop. Pour rappel, la K-pop, généralement, bien sûr, c'est une vision générale. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sorties musicales qu'on va appeler comeback, même si le groupe est absent depuis 3 petits mois seulement, chaque retour, on appelle ça un comeback. Le groupe ou l'artiste sortira des photos teasers, des teasers vidéo, et ensuite le Saint Graal, le MV ou musique vidéo, en français clip vidéo. Toutes ces choses auront ce qu'on appelle un concept, en gros un thème qui peut aller du plutôt vague, genre thème de l'école par exemple, donc ça peut être interprété de plein de manières différentes, au très précis comme, je sais pas, les vampires, c'est quand même très précis que le thème de l'école. Parfois il arrive que les photos teasers soient dans un concept A et que le MV derrière soit dans un concept B, ça c'est ce qu'on appelle aussi le mindfuck. Par ailleurs, le reste des titres qui suivent le single sur l'EP, le mini-album ou album n'ont pas forcément de lien avec le single dans son concept ou dans les sonorités utilisées. Donc c'est quand même... Quand on connaît pas la K-pop, ça peut être un peu perturbant. Genre quand tu t'attends un album de Taylor Swift, généralement le single il donne un peu le ton pour le reste de l'album, tu vois. Oui, je suis d'accord. Que dit comme ça, ça fait très brouillon. Mais la force de la K-pop, c'est arriver à fédérer autour de cet unique single qui aura donc un clip vidéo, un concept très fort qui fera vendre le reste de l'album, quel qu'en soit son contenu. Par exemple, un vieux groupe maintenant, T-ara, qui s'était inspiré du rétro, mélange entre les années 60, 70 et le disco pour le titre Roly Poly. C'était
le thème, le concept du MV. Et ensuite de Michael Jackson et des films de série B horrifiques avec zombies pour Lovey Dovey, un autre comeback de Ciara. Parfois les agences vont plus loin en scellant un groupe dans 2 concepts précis, on se demande de qui je vais parler, mais suffisamment vague. Je cite le groupe Red Velvet avec son côté red, avec son côté red et Velvet, l'un étant plutôt énergique et coloré, ce que moi personnellement j'appelle ça vague, tandis que l'autre se veut plus posé et mystérieux. Est-ce que ma définition est bonne ? Alors, moi, je vois, du coup, oui, c'est bonne. Après, il y a aussi au niveau musical, au niveau des genres musicaux qui sont abordés. Du coup, dans le côté raid, il y aura des trucs un peu plus pop, un peu plus colorés, un peu plus rock, hip-hop. Tandis que dans le côté électro, je veux dire, et dans l'autre côté Velvet, il y aura quelque chose de plus R&B, un peu plus soul ou hip-hop, justement. Mais aussi au niveau des thèmes qui sont abordés, il y a un amour juvénile. C'est des thèmes autour de l'amour juvénile qui vont être évoqués, on va dire, dans le côté raid, et un amour un peu plus mature, un peu plus sensuel qui va être évoqué dans le côté Velvet. Donc il y a vraiment, ça joue sur les 2 fronts et une évolution des filles. Après, c'est un concept qui, avec le temps aujourd'hui, c'est un peu dissipé, c'est un peu flou, ça n'a pas été imposé dès le début. Donc, mais c'est voilà, la petite marque de fabrique Red Velvet. Ouais. En soi, c'est déjà une sorte de storytelling. Ciara raconte une histoire différente à chaque MV, mais il y a bien une histoire. Là où Red Velvet pousse déjà le concept un poil plus loin, en habituant les fans à associer leur titre à un côté Red ou Velvet, même si comme tu dis ça devient de plus en plus compliqué, qui forme finalement un tout assez cohérent, même si c'est plus de l'ordre du visuel et du son que du scénario en tant que tel, de l'histoire racontée. Mais un petit groupe qui va bientôt écraser le reste de la concurrence va pousser le concept un poil plus loin. Et je parle bien sûr de BTS. Est-ce que tu penses que j'avais parlé de Luna ? Oui, je pensais que tu avais parlé de Luna. Ah là là, c'est mon talent de conteur. BTS avec leur The Most Beautiful Moment in Life Part 1 va parler de santé mentale en allant un poil plus loin, plus en profondeur, et va développer une histoire autour de thèmes forts qui vont résonner avec la jeunesse d'aujourd'hui. On ne parle pas ici d'histoire à proprement parler comme un film avec des protagonistes, un élément déclencheur, un climax et compagnie, mais plutôt une suite de MV qui vont parler de sujets similaires ou en tout cas liés. N'importe qui ayant vécu de près ou de loin ces éléments, ces événements, sera forcément touché avec des références en tout genre qui vont amener les fans à rechercher ce que tout cela peut vraiment dire et donc comprendre la logique derrière chaque MV, parfois un peu cryptique, comme par exemple Blood, Sweat and Tears qui faisait des références à l'art, etc. avec des comparaisons qui étaient intéressantes, mais il fallait chercher un petit peu quoi. Ils ne vont d'ailleurs pas s'arrêter là, avec par exemple le projet Love Yourself, qui est assez récent, qui comme son nom l'indique, parle de s'aimer soi en 3 actes. S'aimer soi et les autres dans Her, la douleur et la séparation dans Tear, et l'apprentissage de l'estime de soi dans Answer. Donc on a même un concept vis-à-vis des albums, entre guillemets, proposés, des concepts proposés. Donc l'histoire, elle est plus seulement dans le MV, elle est aussi dans les paroles, elle est aussi vis-à-vis des albums et de leurs noms. Donc là, on est vraiment en mode, il y a une histoire. Donc encore une fois, on n'est pas de l'ordre de l'histoire. Oh tiens, Jin est triste et il va se passer ça, nanana, et c'est lui qu'on va suivre de MV en MV. Mais c'est-à-dire que chaque MV explore un thème et les thèmes se suivent. Donc à la fin, tu peux même les relier plus ou moins chronologiquement, même si je ne pense pas que ce soit le but. Mais je pense que tu peux même les relier chronologiquement en te disant, ah bah tiens, si au début tu apprends à t'aimer toi, bah, ça peut être la chronologie 1. Puis après, finalement, tu es un peu déçu parce que les gens ils t'aiment pas pour ce que tu es, donc ça peut être la suite de ça. Puis le 3, ça peut être les problèmes de santé mentale parce que finalement tu tombes... tu sais, en dépression parce que t'es pas aimé à ta juste valeur et tu perds toute confiance en toi, tu vois, ainsi de suite. Tu peux vraiment trouver une certaine chronologie. Moi, je pense pas que ce soit ce qui est voulu par la Big Hit parce que je pense que ce qu'ils ont quand même voulu faire, c'est quelque chose d'assez universel et compréhensible facilement. Mais ça existe et ça aide quand même, j'en parlerai un peu plus tard, mais ça peut aider un groupe finalement à exploser.
Moi, c'est vrai que globalement, enfin, je parlais de globalement le concept, le fait d'avoir un concept quel qu'il soit. On va parler après peut-être des concepts un peu plus développés, plus travaillés et tout. Mais le fait d'avoir un concept, déjà, ça, c'est un plus que tu ne vois pas ailleurs et qui va un peu créer en gros une identité au groupe, mais surtout un lien d'appartenance en tant que toi, fan, public. Tu vas te dire, ok, ça c'est ce concept que j'aime. Et je trouve du coup et que ça a son importance là-dessus et que ça marche, quoi, ça fonctionne. Parce que c'est aussi là derrière que tu vas trouver en gros ce qui te parle à toi, comme justement ce qu'a fait du coup BTS avec Love Yourself. Du coup, essayer de trouver quelque chose qui parle au public et c'est s'y retrouver là-dedans qui permet ouais, de s'y attacher, quoi. Donc c'est le concept, c'est très important et c'est pour moi le premier pas, on va dire, que tu fais vers un groupe, c'est de voir ce concept-là. C'est ce qui permet de faire le premier pas vers un groupe. En parlant de BTS, bien sûr, ils ne sont pas les seuls, mais je trouve que c'est un bon exemple déjà pour commencer. Il y avait aussi le groupe VIX qui avait fait des MV en référence à la mythologie, et du coup il y avait aussi une petite histoire vis-à-vis de ça. Donc BTS a réussi à s'imposer comme le groupe aujourd'hui représentatif de la K-pop devant des agences comme SM Entertainment, JYP ou YG, avec cette idée plutôt simple mais diablement efficace, et forcément ça va faire des bébés. Il n'est pas question ici de développer les storylines à proprement parler, hein. On n'est pas là pour vous raconter le Lunaverse, mais je pense aux girl groups tels que G-Friend, Dreamcatcher ou Luna, et tout comme BTS, ces trois groupes viennent à la base de petites agences sans réputation, et en 2020 on fait tous les trois partie du top 10 des meilleures ventes de girl group. Tout ça grâce à ce petit ingrédient qu'est le storytelling. Et d'ailleurs il y a une histoire dans l'histoire, celle à la fois que le groupe développe dans ses MV, mais aussi l'histoire de cet underdog, ce concurrent qui ne fait pas vraiment peur dans le K-pop game et qui se révèle de plus en plus imposant à mesure que le monstre grossit et qu'on le nourrit. Donc, comme je disais, on va pas parler vraiment des histoires à proprement parler. On peut bien sûr les évoquer, mais le but c'est pas de raconter. Google est votre ami. Néanmoins, ce dont on peut parler, c'est vraiment par exemple, est-ce que BTS aurait eu le même succès sans son storytelling? Est-ce qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui sans ça? Alors, très honnêtement, je sais pas, faut pas te dire parce que du coup, par rapport à BTS, dans le sens où BTS, je connais pas trop. J'écoute les chansons, j'ai découvert, ça fait 1 an que j'ai découvert BTS. Je suis pas rentré dans leur concept du tout parce que voilà, j'écoute tellement de choses que je me suis dit j'ai pas trop le temps. D'abord je privilégie certaines choses et je me dis d'abord c'est la musique du coup avec BTS et voilà, il y a des musiques que j'aime beaucoup de BTS donc je me dis c'est ça le plus important. Mais moi du coup je pense plus tu vois justement à titre comparatif à Blackpink. Du coup, désolé, tu parles de BTS, je parle de Blackpink, mais du coup c'est un peu le concurrent féminin. Mais c'est aussi le pendant féminin, c'est pas que de la concurrence, mais voilà, enfin, si on peut parler de concurrence quand même, faut dire ce qui est, plus vis-à-vis du public qu'entre les deux groupes. Mais voilà, Blackpink et BTS, qui sont quand même deux groupes qui ont explosé, mais Blackpink a tout défoncé, alors que pourtant, la recette de Blackpink est hyper simple. Est-ce qu'il y a un concept? Un concept, voilà, Girl Crush, un concept, tu vois, Black et Pink, pour mélanger un peu deux atmosphères différentes qu'on retrouve dans leurs chansons, dans leur style. Mais c'est un truc tout simple. Ça n'a pas empêché que ça explose, parce que derrière aussi, c'est beaucoup plus simple de partager en masse, justement, avec un concept un peu épuré. Et au moins, tu restes focus vraiment sur des trucs assez catchy, que ce soit les visuels, du coup, la façon dont la personne danse, la façon dont la personne chante, la façon dont elle est habillée, les décors. Donc c'est que du visuel en fait, du sonore aussi, mais principalement du visuel et tu dis ok, j'ai pas besoin de plus, ça marche, ça me plaît. Et je vois que ça aussi ça lui plaît, enfin on arrive plus facilement à se comprendre justement avec ces éléments on va dire principaux. Et du coup, moi, de mon point de vue par rapport à BTS, je peux pas donner mon jugement parce que voilà, je ne connais pas vraiment tout le concept. Ça serait, voilà, non, je suis pas légitime à en parler, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de
personnes que j'ai connues, avec qui j'ai parlé, qui écoutent BTS, qui aiment beaucoup BTS, mais qui ne sont pas forcément intéressés au concept. C'est juste parce qu'il y a cet effet masse, cet effet que la chanson plaît, c'est génial, j'adore, on est plusieurs à aimer, c'est hyper fédérateur comme musique, et du coup, ça les a conquis, en fait. Il n'y a pas eu besoin de plus, quoi. Donc voilà, mais ça, je me focalise du coup sur quelques petits témoignages que j'ai eu de mon côté, quoi. Voilà, faudrait demander aux gens qui écoutent du coup si vous aimez BTS, est-ce que ça a été un facteur de votre amour, de votre attachement au groupe. Ça peut être intéressant justement. Est-ce que quand on vous demande pourquoi vous aimez BTS, est-ce que c'est un argument? Est-ce qu'il y a des histoires dans la vie, il y a du sens? Est-ce que c'est un argument pour vous? Ça peut être intéressant que vous nous dites un peu ce que vous en pensez. Et autre question, est-ce que c'est mieux ou finalement, est-ce que ça nous éloigne pas du média de base qui est la musique? Est-ce que la musique ne deviendrait pas secondaire finalement? Parce qu'on s'attache à une histoire, donc on s'attache au groupe, on s'attache peut-être au MV, au visuel, donc les éléments qui sont utilisés pour amener cette histoire. Et puis la musique, alors que c'est un peu le principe de base, je vais pas dire on s'en fout un peu, mais... tu vois un peu ce que je veux dire, genre. Ouais, je vois. Ça devient secondaire, alors que vraiment c'est le média numéro 1 normalement. C'est de la musique qu'on écoute, tu vois. Moi, c'est vrai que je me dis oui, qu'on s'en détache totalement. Et du coup, est-ce que ça devient le plus important? Parce que maintenant, c'est vrai que quand même il y a un nouveau MV qui va sortir, on va plus déjà s'attarder sur le MV plutôt que l'écoute de l'album. Enfin, en général, même ce que je vois très clairement, c'est quand on a des discussions, même sur le Discord, on va parler du MV, et on va très rarement parler des B-sides. Du coup, on se focus beaucoup là-dessus, parce que du coup, il y a le visuel. Et c'est ce qui revient le plus souvent aussi, tu vois, même t'entends beaucoup plus parler des affaires de « Ah, il y a tel clip qui a plagié, machin, et tout, machin », que des critiques concrètes de la musique, quoi. Enfin, je vois plus ça et tout sur les réseaux qui circulent qu'autre chose. Donc, le visuel, le concept a pris une part très importante, et du coup, c'est là que moi je me dis des fois, oui, la K-pop c'est plus que de la musique, mais c'est quand même de la musique avant tout, et on oublie un peu ça. Et aujourd'hui c'est devenu très important, et pour moi il faudrait qu'on arrive un peu à prendre du recul par rapport à ça, et essayer de se focaliser un peu plus sur la musique. Donc ça en fait partie, c'est intéressant, ça permet d'avoir plusieurs sujets de débat, mais pour moi c'est un bonus, surtout le concept hyper développé. Mais en gros, moi, c'est la question que je me pose, je prends ça d'une question qu'avait posée Pierre Soulages, cet artiste que je n'aime pas trop. J'adore, arrête. C'est le pire. Bref. Non, c'est grave bien. Mais bon, cette question, je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Est-ce qu'il faut connaître en gros une œuvre pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur? Et moi, je vais prendre pour exemple Luna. Justement. Let's go. Luna, je me rappelle quand j'ai découvert My Luna, body is ready. J'ai découvert Luna donc à l'époque avec le single de Jinsoul, Singing in the Rain. Donc j'étais là, de suite j'accroche et tout. Je suis là, ouais, c'est cool, franchement, j'aime bien la musique. Bon, j'avoue, quand j'ai vu le cover, je me suis dit, oula, ça sent la musique de Chouin, ça. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Et sauf qu'en plus, vu qu'il y avait l'écriture, tu vois, Luna, mais l'écriture avec leur typo, la particulière, au début, je pensais qu'il y avait écrit Luma. Alors moi, du coup, quand je cherchais après derrière à retrouver la chanson, je tapais Luma, je trouvais rien du tout. Et puis là, quand j'ai finalement réussi à trouver, là, je trouve une autre fille, tu vois, mais là, qui est brune. Tu vois, Choueri, tu vois, je comprends pas, enfin, je sais pas, mais... du coup, avec Girlfront, là, j'ai vu qu'elles étaient 3. Du coup, je me suis dit, ah, Luna, c'est un groupe de trois filles et tout. Donc, je suis parti là-dessus. Puis après, là, j'ai commencé à voir qu'il y avait encore d'autres filles. Du coup, j'étais là, ok, je suis complètement perdu. Du coup, ça m'a un peu bloqué par rapport au fait de rentrer dans le concept de Luna. Parce que j'étais complètement perdu. J'étais là, je comprends pas, il y a des filles qui pop à droite, à gauche, puis en fait, elles sont pas toutes dans le groupe. Je savais pas ce que c'était. Au début, je me suis dit, en fait, Luna, c'est peut-être une agence, du coup, qui fait des singles avec des filles, puis après, les réunissent. Donc, j'avais pas de compréhension du truc. Puis après, voilà. Comme on a parlé tout à l'heure, le fait que tu m'aies un peu introduit là-dedans, j'ai compris qu'il y avait un gros concept là derrière. Je me suis dit, ah, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et j'ai commencé du coup à étudier le truc, à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et de suite, je me suis rendu compte que,
Ah ouais, c'est intéressant. En fait, je vois à peu près. Donc déjà, j'ai commencé à écouter un peu toutes les chansons. Donc j'ai commencé à écouter, à me dire, ok, il y a plein de chansons que j'adore. Et même, tu vois, comme je t'ai dit, il y a tellement de trucs qui ressemblent à du Red Velvet que je me dis, ah, mais comment j'ai fait pour ne pas apprécier plus tôt. Et puis maintenant, surtout, voilà, de voir quand tu as partagé sur le Discord le salon Stan Luna à nous raconter la genèse, à suivre le truc dès le début. Il y a une lecture, il y a un truc, c'est passionnant, quoi. T'as l'impression de se cultiver aussi d'une certaine manière, de lire un truc, tu fais une activité qui t'apporte quelque chose, qui t'apprend des choses. Et au final, je trouve le truc beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, j'ai eu un coup de foudre vraiment pour Luna. Et je sais que ce coup de foudre aussi a été généré par le fait que j'ai découvert qu'il y a plein de choses, la puissance du truc, tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est en le connaissant, l'œuvre, que je me rends compte que j'apprécie vraiment le groupe à sa juste valeur. Voilà. C'est beau. T'as bien réussi à répondre à ta question de base. Ouais. Mais tu sais, moi je suis un peu, justement, je vais un peu faire l'avocat du diable. Je pense que la réponse est un peu entre les deux. Je pense que c'est un peu comme une blague. Si tu dois expliquer ta blague, c'est un peu compliqué. Et en même temps, tu sais pas comment a grandi une personne. Donc si tu fais une blague d'un truc très contextuel par rapport à ton pays et que la personne elle est étrangère, bah forcément elle va pas comprendre. Et ça veut pas dire que ta blague est mauvaise. C'est juste que tu vois, ça dépend le contexte. Donc pour moi, des groupes comme Luna, malgré ce soit mon groupe préféré, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que il faut pouvoir comprendre rapidement. Et en même temps, je trouve ça aussi super cool qu'il y ait une double, une triple, même une quadruple lecture de ce qui se passe pour les gens qui s'y intéressent vraiment, tu vois. Et pour moi, ça doit être un peu les deux. Je pense que c'est là où BTS a bien réussi. C'est-à-dire que BTS, si tu écoutes que les MV, et la musique donc en général, tu as le délire, tu vois. T'as un peu le style, t'as le machin, etc. Tu rentres un peu dans le fandom, et là, t'as une espèce de couche qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais en fait, ça avait du sens. Alors que Luna, dès le départ, le fait qu'il y ait une nana qui ait fait son solo l'une après l'autre, on est déjà un peu dans le complexe, tu vois. Finalement, c'est pas très accessible. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Je suis pas sûr de tout comprendre. Que penser de ces groupes qui vont toujours de plus en plus loin dans les concepts évoqués? Donc je pense à l'utopie et la dystopie pour Dreamcatcher, qui sont des thèmes assez lourds quand même. Et du coup, Luna qui fait intervenir la science avec le ruban de Moebius et la bouteille de Klein. Donc là, on est dans le délire de la 4ème dimension carrément. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas un peu trop loin Parce que, comme on le disait, c'est de la musique à la base, tu vois. C'est juste des pauvres meufs, c'est des petites coréennes. Elles sont là, elles s'entraînent et tout pour sortir des singles et être numéro 1 du hit parade. Enfin, du hit parade, Jinky Gayo. Et puis à la fin, on leur dit non, mais oublie pas que tu dois répéter ta thèse sur la bouteille de Klein que tu vas devoir expliquer à toutes les radios. Moi je trouve ça intéressant parce que ça permet un peu de sortir aussi de cette image. On est juste là des poupées, que ce soit pour les mecs ou les filles, des poupées qui sont là pour danser, pour plaire et tout, pour montrer on est joli, on est beau, on sait danser. Il y a aussi de créer un concept artistique derrière, dont on essaie aussi de faire comprendre les artistes qui vont l'interpréter. Je trouve que c'est intéressant, ça leur dire voilà, on n'est pas là juste pour faire de la musique, on prend pas ça pour de la merde, on travaille vraiment un truc derrière et c'est cool de voir, tu vois, qu'il y ait cet engagement derrière. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant justement de partir sur ce chemin-là, même si c'est un peu risqué. Après, voilà, moi quand je vois aussi d'autres groupes, par exemple, je sais pas, je prends le groupe Wuju Sonyo, qui eux, tu vois, voilà, avaient aussi un peu un délire cosmique, un peu comme Gangro Sonyo justement et Dreamcatcher. Tu vois, c'est un peu dans ce même genre d'univers et tout, même si c'est un peu plus cosmique, Wuju Sonyo. Donc voilà, avec chacune des filles là qui représentent les 13 signes du zodiaque, donc ça se rapproche un peu de Luna. Oui, parce qu'il y a 13 signes du zodiaque, même il y en a plus. Mais au final, tu vois, j'ai l'impression que cet univers a été un peu abandonné, surtout avec Butterfly, qu'elles ont sorti l'année dernière. Donc ça s'est un peu perdu tout ça. Donc peut-être qu'eux ils se sont dit, ouais, peut-être on va pas continuer à jouer là-dessus. Ensuite, voilà, aussi il y a Gangro Sonyo, justement, et Dreamcatcher, qui je trouve, eux, ont un univers très similaire aussi. Donc j'en parlais dans le Discord, notamment avec cette construction autour de l'arbre, toute la question aussi de la métaphysique, du savoir et tout. Il y a vraiment quelque chose qui est très lié. Mais après, derrière, leur musique, je trouve, surtout
racontent aussi leur concept, quoi. Donc c'est ça qui fait que ça s'en éloigne pas trop non plus. Tu vois, donc c'est là pour le coup, Gang Sonyo et Dreamcatcher, ou Luna même, ça, il y a quelque chose qui est très lié, quoi. Donc voilà, ce que tu écoutes dans les paroles et tout, c'est lié au concept. Et tu nous as fait justement découvrir avec les petites références que tu retrouves dans Odd Eye Circle, où tu retrouves des petits bouts de paroles de Singing in the Rain, de Love Cherry Motion, ou Eclipse aussi, c'est... Voilà, il y a un lien, donc finalement, il y a l'astuce qu'ils ont trouvée pour que ça ne s'éloigne pas totalement de la musique. Autre question, est-ce que ce n'est pas une énième couillonnade pour nous faire cracher encore plus de fric et finalement nous faire regarder encore plus les MV, car on aurait zappé quelque chose et on sait que les vues dans l'ère du digital et du chiffre, c'est devenu assez important quand même. Ah mais complètement. Non, je dirais quand même il y aurait 20%, tu vois, de trucs, non, c'est artistique quand même et tout, mais 80% c'est c'est ça, mais je l'assume, enfin bravo à eux, hein. Ils réussissent. Hein. Oui, parce que c'est du merchandising, c'est des choses qui peuvent être déclinées, donc effectivement... Est-ce que tu penses que justement il y a des groupes, enfin en tout cas peut-être des agences, qui font ça plus d'un point de vue commercial et d'autres qui le font d'un point de vue plus artistique? Eh bien, c'est bien que tu me poses cette question parce que j'avais prévu un truc dont je voulais parler. Et en plus, pour revenir justement à la notion... se rencontre. Voilà. Pour revenir quand tu as parlé de Marvel au début, dans l'introduction. Ouais. Donc, qui dit Marvel dans la gay pop dit SM Entertainment. Du coup, la vision de SM Entertainment, surtout à partir de 2020, ça a été de créer des blockbusters musicaux. Donc on le voit avec Super M, qui a été comparé ouvertement aux Avengers, les Avengers de la K-pop. Puis on a commencé à avoir des subunits, Aileen et Seulgi. Bon, on avait déjà des subunits avec Girl Generation, mais on a eu la subunit Aileen et Seulgi. On a eu NCT, qui aussi s'est décliné du coup en plusieurs spin-offs, et comme pour les Marvel. Donc on a voilà tous ces MV aussi qui sont liés derrière. On le voit, tu vois, avec les derniers MV de NCT, de aespa, tout ça, avec ces petites scènes de fin, tu vois, qui renvoient à un autre MV, comme dans les films Marvel, quand t'as la scène de post-générique. Donc, même si c'est purement du fanservice, c'est quand même le même schéma. Et c'est vraiment cette même idée, comme un Marvel, un film Marvel, car le but d'un film Marvel, c'est ça, c'est quand tu vois un film, quand t'as un film qui finit, en fait, quand tu sors de la salle, ce que tu fais, c'est attendre en fait le prochain film. Et du coup, c'est un peu pareil avec NCT. C'est, tu as la première chanson qui va sortir, tu te dis après, bon, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir? Quelle va être la prochaine subunit? Quel va être le prochain spin-off? Et au final, t'as plus trop vraiment le temps de savourer en fait ce qui sort, quoi, parce que t'as à peine eu le temps de t'imprégner de la musique, t'as un nouveau truc qui sort derrière. Donc voilà, moi je vois justement un peu comme ça ces plans, et du coup cette idée, vraiment, il y a une vision très faire cracher l'argent, tu vois, enfin aller vite, c'est faire de la demande, et donc voilà, c'est SM est le parfait exemple justement de cette question d'argent et de... Tu penses que SM est plus dans le délire pécunier, financier et... Ils ont quand même eu un truc d'excellence au niveau de formation de leurs artistes, au niveau du chant et de la danse, mais pour moi, SM, oui. Vraiment, parce qu'ils ont des personnes talentueuses, que ce soit la direction artistique, pour la réalisation des clips, pour les chorégraphies et tout, ils ont des personnes talentueuses, donc des personnes qui vont créer des choses belles, des choses artistiques. Mais, globalement, enfin, SM, voilà, même si c'est au final, en regardant les artistes qu'il y a, c'est l'agence qui m'attire le plus, parce que voilà, j'aime beaucoup NCT, j'aime beaucoup Super M, là maintenant je découvre Kai et Taemin que j'aime beaucoup, Red Velvet c'est mon groupe préféré, FX c'était un de mes groupes préférés toujours, aespa j'adore tous les artistes au final SM, mais je reconnais que pour SM il y a un truc financier qui gère le truc, enfin c'est pour la thune. Après, tu sais, je me suis toujours dit, c'est qu'il n'y a rien de tout à fait noir, hein, pour revenir à Pierre Soulages, mais tout à fait, les choses sont plutôt grises, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, le produit pensé à l'ASM est très mercantile, dans le sens c'est vraiment un produit à vendre, et il doit y avoir un retour sur investissement. Mais je me dis que pour autant, les gens qui sont entre les deux, tu vois, entre la création et la distribution, la création elle est à ce niveau-là, tu sais.
Je pense que quand les gens créent des trucs comme Zimzalabi, mais bon, on sait que Zimzalabim, sujet tendu, quoi. Mais tu sais que les gens derrière, je vais pas dire c'est des artistes, mais c'est des gens qui ont testé des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont Ouais. pas dit, ah, ce truc, ça va vendre des petits pains, quoi. C'est hyper risqué. Et l'art, il est là, tu vois. Les nanas qui s'entraînent et qui améliorent leur artisanat, si on peut dire ça comme ça, leur mouvement de danse, toujours plus précis, leur technique vocale, leur image, etc. C'est aussi un art en quelque sorte. C'est l'art de son corps, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a la performance aussi, donc la danse sont des arts en quelque sorte. La création, elle Mm. est là, tu vois. Mm. C'est vraiment, voilà, comment on a créé le truc et comment on le vend après. Mais même les mecs qui font les MV, je pense que bon, ça dépend des MV bien sûr, mais il y a des MV qui sont super bien pensés, qui sont super intéressants. Moi, je pense, je sais pas, à Peekaboo de Red Velvet, Oui. c'est un très bel MV. Il y a une histoire dedans. Il y a des références artistiques à certains trucs, à la culture populaire des années 80, 90. Vraiment, il y a, tu vois, l'art y est quoi. Il est là. C'est juste effectivement, comme tu dis, le problème c'est que je vais pas dire que c'est entaché parce que pour moi c'est pas entaché. Moi je m'en fous. Pour moi ça fait partie du deal qu'à un moment donné Mm. on doit vendre le truc, tu vois. Donc Ouais. je trouve pas que ce soit un défaut en soi que les gens aient envie d'avoir un retour sur investissement. Mais néanmoins c'est clair que je sais très bien que quand les gens me disent ah mais c'est pas un peu ils sont pas un peu interchangeables les idols, c'est pas un peu de la musique pour acheter, etc. Moi je dis à tout le monde bah oui, oui c'est exactement ça. C'est des grosses productions, je vais pas dire sans âme, mais tu vois ce que je veux dire, c'est tout est fait pour vendre, mais ne vous faites pas avoir uniquement par cette image de façade, parce qu'il y a des gens derrière qui bossent, des petites mains dans le noir, qui elles ont des points de vue artistiques et proposent des choses. Moi, c'est vraiment la question du projet, tu vois. Parce que clairement, pour moi, Super M et NCT 2020, ou ce qui va suivre de NCT, c'est les pompes Afrique. Le projet. Après, les artistes, eux, il y a eu autre chose, du coup, avec les artistes, les musiques qui sont faites, les MV qui sont faites, mais le projet créé, tu vois, le dossier là qu'ils ont fait à SM, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire et tout, à partir de 2020 avec ces groupes et tout. Pour moi, c'est, voilà, voir les choses en grand et tout, dominer le truc. Pour moi, c'est la pompe Afrique, quoi. Enfin, Super M, c'est du fan service. C'est bien, j'adore. C'est cool d'avoir réuni ces artistes et tout. Mais même dans l'appellation Avengers de la K-pop, le fait qu'ils signent un contrat avec Disney pour du merch et tout, avec le diable, là, tu vois, enfin... Ouais, je suis désolé, c'est... Moi, enfin... Voilà, moi, j'y vois un truc purement financier. Enfin, peut-être je suis un peu radical dans ma pensée, mais pour moi, c'est financier. Super M, surtout, le projet, c'est ça. Et je pense une question qui peut être aussi intéressante, c'est et est-ce que c'était pas mieux quand les histoires étaient simples et faciles à comprendre, droit au but finalement? Est-ce que des Peekaboo quand même c'est pas mieux qu'un Lunaverse qui se tient sur maintenant, je sais pas, 30 MV Ben, tu vois, moi, je prends par exemple 2NE1, tu vois, I'm the Best, quand j'ai vraiment découvert la K-pop, j'ai entendu la chanson, j'étais là, putain, c'est trop bien. Tu vois, j'ai juste eu de la musique, tu vois, j'ai eu une pub, 20 secondes de pub, 20 secondes de musique, j'étais là, c'est trop bien, j'aime trop. Je découvre la K-pop, j'étais pas du tout sur les concepts et tout, machin. Mais tu vois, maintenant, surtout, je le vois, moi, quand je réécoute des sons de l'époque que j'ai bien saigné à mes tout débuts, donc I'm the Best, de 2NE1, Abracadabra, tu vois, de Brown Eyed Girls, je sais pas, Rum Pum Pum, tu vois, de FX, ou, allez, pour citer une de 4 minutes, Wait a Minute, tu vois. Quand j'écoute, tu vois, ou même aujourd'hui, quand je réécoute ces chansons, c'est la musique avant tout. Quand je ferme les yeux, tu vois, j'ai mon univers, j'ai le truc et tout, j'ai pas forcément le clip et tout ça, j'ai juste la musique, quoi. Et je me rappelle de cette époque où, même si je commençais à découvrir la K-pop, j'ai adoré, j'étais pas à rentrer dedans, tu vois, pour les univers. Et tu vois, je dis pas que c'est un peu ça qui me manque, parce que au final, des fois, oui, c'est vrai que je me plus m'attarder à essayer de comprendre le clip, un peu comprendre tout ce qu'il y a, le concept et tout. Mais je me rends compte, surtout quand j'écoute une chanson en boucle, que c'est autre chose. Et tu vois, par exemple, je sais que Why Not, tu vois, de Luna, qui, dans mes études, dans mes recherches, j'en suis pas encore là. Mais tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ce clip, que je ne vais pas pour l'instant m'attarder là-dessus. Mais je sais que musicalement, ben, je l'écoute en boucle parce que j'adore juste la musique. Au final, je me rends compte que le tu vois, ça j'adore, c'est hyper catchy, j'ai envie de le entendre plusieurs fois. Le oulala, ah ouais, voilà, j'ai envie de le entendre plusieurs fois. Donc,
j'arrive quand même à mettre de côté, tu vois, aujourd'hui, le concept pour juste me focus sur la musique. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, ouais, j'aimerais bien juste avoir un kiff, juste la musique, quoi, en fait. Bah, tu vois, enfin, juste qu'on en parle, tu vois. On dit juste, ah putain, cette musique, c'est bien. Est-ce que tu trouves que justement, il n'y a pas un petit côté prétentieux quand même dans tout ça? Tu sais, un Avec peu les concepts. mégalo, ouais, avec les concepts hyper tordus, les machins, Alors, est-ce que c'est pas un peu... j'imagine, c'est le gars qui a créé l'univers, c'est Jaden, c'est ça? Ouais, Jaden Jung. Alors, j'imagine le gars, quand il est arrivé, il a dû poser ses couilles sur la table en disant, bon, les gars, j'ai un truc, vous allez pas en revenir. Je pense que les gars, ouais, quand ils ont écouté le projet, ils s'en sont pas revenus du tout, quoi. Même aujourd'hui, encore, ils se frottent les yeux. Mais, donc, ouais, je pense qu'il y a... L'idée, c'est se démarquer. Donc, forcément, il y a un ego trip derrière. C'est qu'est-ce que tu vas avoir de différent des autres et d'original, quoi. Donc, je pense que oui, il y a l'ego qui rentre en jeu là-dedans, quoi. Donc, prétentieux, je sais pas, après, c'est prétentieux, mais il y a quand même cette idée de je veux faire quelque chose de différent des autres. Je veux pas rentrer vraiment dans les marques et tout, de tout ce qui a été fait. Donc, ouais, un petit peu, ouais. Et du coup, je me disais, entre guillemets, pour conclure, notre avis chacun, général sur justement ce, cette tendance. Je sais pas si on peut dire une tendance, parce qu'il y a des groupes qui le font, mais en même temps, pas tant que ça. Hmm. Mais la question aussi de base, est-ce que c'est devenu le seul moyen quand t'as un petit groupe de survivre dans la jungle, quoi, et toi, ce que tu penses en fait de ça? Est-ce que tu penses que c'est trop ou pas assez, bien, pas bien? Alors, de manière générale, est-ce que c'est nécessaire pour tous les groupes? Non, du coup. Mais pour les petits groupes, ouais, c'est un plus. C'est... Parce que tu vois, c'est ça qui permet aussi de... qui tombe pas dans l'oubli, tu vois, de la normalité, quoi, du standard, quoi. Genre, t'as tellement de sons standards qui sont puissants que ça peut vite se faire écraser. Et au moins, tu vois, ça fait le petit truc qui va se démarquer, quoi. Parce que tu te dis, ah, j'ai entendu parler de ce groupe-là, je sais pas, enfin, ça a l'air un peu différent de ce que j'ai entendu, quoi. Comme Dreamcatcher, enfin. Bon, maintenant, t'as Purple Kiss qui débarque, qui est un peu dans le même style que Dreamcatcher. Mais voilà, Dreamcatcher, justement, c'est ce qu'elles ont apporté, avec cette touche rock et tout, bah, c'est quelque chose que t'avais pas forcément l'habitude d'entendre dans la K-pop, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qui leur a permis de se démarquer et hop, de grimper, quoi. Donc, ouais, Mais tu penses que c'est plus musical que visuel alors du coup Dreamcatcher? C'est plus du domaine du pour moi, musical que de la ouais, story. enfin, moi je sais que si je les ai trouvés différents, originaux, Dreamcatcher c'est musical, tu vois, les clips, même si j'avais vu les clips et tout, je trouvais cool, tu vois, il y a quelque chose de recherché, mais très honnêtement, j'étais là, je mets ça de côté, quoi. Pour moi, c'est musicalement, je dis, ah ouais, ok, j'ai jamais réécouté de similaire du coup en K-pop. Donc, voilà, je retiens Dreamcatcher. Luna, j'ai retenu parce que voilà, le concept, j'ai jamais vu un autre concept pareil, quoi. Donc tu vois, il y a vraiment un petit détail et tout qui fait que, ok, je retiens, surtout je retiens ce groupe-là, même si je vais pas devenir fan de suite, même si je vais pas l'écouter de suite, mais je l'ai en tête, quoi. Parce qu'il y a un petit détail différent de tous les autres qui a émergé. J'ai énormément parlé de Luna aujourd'hui, hein. Je suis orbite, hein, on est d'accord, hein. Mais là, c'est fini, tu es tombé dans la boucle infernale et tu t'en sortiras jamais. Je suis dans le Parce qu'en Moebius, fait, mais oui, t'es dans le Moebius et c'est impossible d'en sortir apparemment. Et si t'es dans la bouteille de Klein, tu vas devoir faire 2 fois le tour avant de trouver la sortie. Toi, quand tu liras le truc là sur le Discord, tu vas être en mode putain, j'ai rien compris. Ça a l'air bien, mais j'ai rien compris. Et c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu les trucs des théories des gens. J'étais en mode ah, putain, c'est génial, mais j'ai rien compris. Écoute, pour encore une fois, je suis un peu entre les deux, dans le sens où je trouve que la musique devrait quand même être numéro un, c'est-à-dire normalement, votre but c'est de créer des bops. Ok, c'est ça, vous avez qu'un seul but. Ouais. Couplet, refrain, bridge, refrain, refrain. Voilà, vous me faites ça. Moi je suis basic bitch, tu vois, j'ai besoin d'un truc simple mais qui marche bien et on aura le temps d'en parler un peu avec Red Velvet après. Je tease. Et du coup, je pense que la musique doit quand même être, voilà, ça doit être on top, tu vois, genre c'est vraiment, mais tout le reste, c'est un peu genre, si tu veux, la chanson c'est le goût, mais après tu peux avoir du frosting qui va pas écœurer, etc. Mais voilà, du frosting, décoration sur ton gâteau, des trucs comme ça. Mm. Et là, je trouve que personnellement, si je devais décrire Luna, entre guillemets, pour moi, c'est ce que j'aime chez ce groupe plus qu'on va dire que d'autres, c'est que j'ai l'impression que tout sert l'histoire. Et je parle de
prétention, c'est que je trouve le projet à la fois extrêmement prétentieux, mais depuis le départ de Jaden Jung, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à remettre le projet un peu plus les pieds sur terre, tout en gardant le sel, entre guillemets, de ce qu'il y avait avant. Et c'est là où je trouve que ça commence à vraiment être bien, et que j'espère que 2021 sera leur année, parce que je pense que le groupe a le visuel, dans le sens que les MV sont, je trouve, incroyables, et servent l'histoire, servent la musique, tu sais, genre le passage à l'envers dans Why Not, etc., le bridge, le fait que un bout de la chanson passe en mineur à un certain moment, et que le MV, lui aussi, entre guillemets, passe en mineur, il évolue un peu, qu'il y a des éléments qui commencent à changer. Je me dis, tout est au service de ça, et ça me bluffe, quoi. Je me dis, si je devais demain gérer un groupe de K-pop, c'est exactement ce que je ferais. Et si je pense que Dreamcatcher et Luna ont fait partie du top 10 des girl groups qui ont vendu, c'est parce qu'elles ont des choses qui permettent aux fans de s'attacher au groupe. Tu vois, bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Ça, c'est un truc qui te dit, ok, vous avez aimé les sons, vous avez aimé les visuels, ben, on a des trucs à vous proposer pour vous prouver que on n'a pas que ça, quoi. On a d'autres choses qui peuvent vous plaire et tout. Et tu vois, donc c'est un peu entre les deux. Je trouve qu'à la fois c'est super bien, mais il faut pas oublier que c'est de la musique pop et ça doit pas trop non plus prendre la tête, tout en étant passionnant, quoi. Donc c'était la fin de notre petit débat, et on va passer à notre top 5. Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de toutes ces questions, de toutes ces histoires, ces concepts. N'hésitez pas à nous en parler. Pour terminer notre podcast, un petit top 5 sur Red Velvet après la prise de tête sur les groupes à histoire. Qu'est-ce qu'on aime chez Red Velvet? Donc je pense que toi déjà tu vas nous mettre des B-sides. Ouais. Voilà. Moi je n'ai pas de B-side, je précise. Je me suis basé uniquement sur les singles. Ouais. Qui commence? Moi je vais commencer, mais je veux juste faire un petit message d'avertissement. Vas-y. Alors très clairement, j'ai un top 2. J'ai vraiment un top 2 très clair, très précis. Après, c'est très dur pour moi, la suite. Donc déjà, rien que faire un top 5, du coup, bon, voilà, ça va être très très dur. Même faire un top 10, c'est horrible. Donc, sachant que ce top, je te dis, ça fait depuis qu'on a fait le premier Listen Podcast, où on a commencé à faire les tops, j'ai commencé à faire une liste de tops, que je bosse dessus, tu vois, sur ce... Même pas, j'avais fait un top 10, tu vois, même top 10 Red Velvet. Et franchement, je l'ai terminé hier soir. Parce qu'à chaque fois je vois les chansons, je suis là, non putain celle-là, mais non celle-là elle est là, mais non putain celle-là elle est là, et tout, c'est... Voilà. Ça a été très dur pour moi de faire ce classement. Donc en numéro 5, j'ai choisi Attaboy, donc de l'album The Perfect, qui est un de leurs sons les plus hip-hop, que j'aime beaucoup. Surtout le petit refrain avec ses petites vocalises là. Aïe, aïe, aïe. Franchement c'est trop cool, ça donne un côté un peu sensuel du coup dans ce son plutôt hip-hop. Et surtout aussi on a un bridge et tout dans la dernière partie qui est un peu plus soul et tout, avec un peu plus de voix que je trouve qui va casser un peu ce rythme. C'est un son que je trouve qu'on parle très très peu et qui pourtant est très très intéressant, et voilà, c'est un très très gros coup de cœur pour moi cette chanson. Mon top 5, la chanson sera Oompa Oompa, que j'aime beaucoup, efficace, ensoleillé, chouette, l'espèce de voix de mec là, Oompa 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 Oompa, qui me fait un peu penser d'ailleurs à une espèce de grosse voix qu'on entend dans Girlfront là. Je trouve ça sympa, c'est vrai que c'est pas un méga tube de la mort qui tue, genre j'ai l'impression que c'est un peu passé sous le radar au niveau de Red Velvet, mais j'ai l'impression que c'est une chanson communément aimée, tu vois, les gens aiment bien, et moi je la trouve vraiment bien, pas un MV incroyable, pas une chanson incroyable, mais tellement feel good. Tu vois, je pense que c'était, toi tu parlais de ta chanson feel good, One More Time de Twice, moi je me demande chez Red Velvet si c'était pas Oompa Oompa, tu vois, c'est ma chanson feel good, je l'écoute, je suis de bonne humeur, point. Et ça vaut, rien que ça vaut le fait dans mon top 5. Mon top 4, j'ai choisi Sapi. Donc, elle est trop bien Sapi. Alors, Attaboy, que voilà, je dis, c'est un peu leur son le plus hip-hop. Attaboy, Sapi, pour moi, c'est leur son le plus techno. Parce que vraiment, on a un beat techno tout le long de la chanson, qui est couvert en plus avec toutes ces trompettes et tout, et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça mélange un peu un côté techno et un côté jazz. Et voilà, je trouve intéressant, et surtout...
le début, rien que quand la musique se lance, du coup c'est assez explosif et tout, et puis d'un coup ça se pose, on entend le beat techno et t'as la voix de Sulgi qui arrive et c'est magnifique. Et surtout aussi dans cette chanson, il y a Joy qui est hyper rayonnante. Alors je sais que dans le MV, quand il est sorti, tout le monde n'avait Dieu que pour Joy. J'avoue, moi aussi, j'ai un peu trompé Irene et Sulgi parce que là, je sais, oh, c'est vrai que Joy, elle dégage quelque chose, mais même niveau vocalement, elle dégage quelque chose de ouf, et je trouve que ça lui va hyper bien, alors que c'est pas le genre de voix sur laquelle j'aurais vu Joy poser, mais avec ce style-là, je trouve que c'est parfait. Et puis voilà, tout le côté festif, il y a cet univers Red Velvet, pour moi, c'est une chance, c'est vrai, fait vraiment partie de ces chansons Red Velvet, Sapi. Mon quatrième, ce sera Peekaboo, et je pense que j'ai un peu déjà expliqué pourquoi. Chanson qui est super cool, je trouve. Sons qui sont intéressants, et MV qui fait des références à des choses que je connais, donc ça me parle, quoi. Le look, le pizza boy, les nanas qui sont creepy mais pas trop, les looks avec la couronne là que je trouve incroyable, la partie grenier, enfin un mélange entre Psycho, E.T., un peu les Goonies, enfin un peu toutes ces, ouais, Charmed aussi, ouais, tous des trucs un peu la pop culture des années 80-90 dans un MV. Chasseuse de je sais pas, de vampires, de tout, Buffy, ouais, c'est juste cool. Peekaboo, c'est juste cool, j'aime bien, ça se prend pas la tête aussi, tu vois, ouais. C'est fun, et voilà, c'est trop bien. En numéro 3, j'ai mis bien sûr l'iconique Red Flavor qui est pour moi le son de l'été. Si pour moi il y a un son de l'été en K-pop, c'est Red Flavor. Et c'est un son hyper emblématique. J'ai vu une vidéo là récemment sur un peu questionner des Coréens et tout sur la chanson de Red Velvet, et Red Flavor arrive en général en majorité. Pour les plus jeunes, bon c'est Psycho pour les plus jeunes, mais ceux qui ont un peu plus, tu vois, 25, ça, 30, c'est Red Flavor qui arrive en tête. Bon, après, je vais pas m'attarder, je l'aime pas parce que les gens l'aiment, mais voilà, il y a ce côté hyper frais, hyper joyeux, pareil, tu vois, dans ces musiques qui donnent la pêche et tout, je pense que c'est un très bon exemple. Et puis, voilà, cette petite construction musicale, donc j'avais vu le documentaire là, sur Netflix, là, sur la K-pop et tout, où il t'expliquait le petit ingrédient secret dans Red Flavor, où il y a cette petite référence à ABBA, Dancing Queen et tout, que tu retrouves dedans, et puis quand tu l'as, tu dis, ah putain, mais oui, c'est vrai, c'est génial. Donc voilà, et puis je pense que c'est ce jour-là où Sulgi était déjà ma bias, mais c'est ce jour-là où Aileen, j'étais là, ok, j'ai ma bias breaker. Mais voilà, la chanson est géniale, ça fait danser, ça respire l'été, c'est beau. Mais pour le moment, on n'a rien en commun. Non. En troisième position, j'ai Psycho, c'est incroyable cette chanson, c'est une balade, putain, je suis jaloux de pas l'avoir écrite, composée, tournée, je suis jaloux, genre c'est bon, c'est pas vraiment une balade, c'est une balade mid-tempo, donc c'est pas tout à fait une balade comme on l'entend en premier sens du terme, mais c'est incroyable, tout est bien dedans, il n'y a rien à acheter dans cette chanson, la manière dont les voix sont déposées, Sulgi qui fait ses aigus avant le refrain, qui te défonce par derrière avec un beat qui se rajoute et tout, enfin tout est bien quoi, et même le MV, il y a un côté mystérieux, tu comprends pas tout ce qui se passe, quand Irene elle est center lors du refrain, putain mais elle démonte des bouches et des camions en même temps, tu te dis c'est incroyable ce truc, genre arrêtez de m'attaquer là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vous ai fait, moi je trouve Psycho c'est incroyable, c'est putain d'incroyable ce truc, bon bref. Et on est qu'au troisième, hein, donc t'imagines ce que je pense des deux premiers. Numéro 2, j'ai mis Ice Cream Cake. Qui est... Pour moi, voilà, c'est une de leurs chansons les plus incroyables. Alors là, je veux dire, même si c'est ma numéro 2, pour moi, Ice Cream Cake fait partie vraiment des meilleurs... Enfin, je le dis, hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en fous. Enfin si, on peut en débattre. Mais pour moi, Ice Cream Cake fait partie des meilleures chansons de la K-pop. Au niveau de la composition, ce qui est... Le travail qu'il y a dedans est vraiment énorme. Il y a ce côté un peu pop, mais aussi électro. Il y a un truc un peu rock, je sais pas, derrière. T'as ce petit xylophone là qui accompagne le couplet. Tu vois, en fait, il y a une carapace, comment dire, cute.
tu vois, dans Ice Cream Cake, mais au fond, il y a quelque chose d'assez qui défonce quoi, qui casse des gueules. Et puis même aussi dans l'aspect, je sais pas, quand j'entends la chanson, j'entends les instruments, je sais pas, je sens, je vois l'Ice Cream Cake, tu vois, je sais pas, ça me parle de ça quoi. Et je sais pas, et le refrain, mais enfin vraiment pour moi c'est un des meilleurs refrains, enfin je crois que je le mets dans. Ouais, je mets dans mon top 3 des meilleurs refrains de la K-pop, quoi. Enfin, je le trouve incroyable. Et comment il est amené aussi, le crescendo qu'il y a, qui balance le refrain, c'est un truc presque limite brutal, tu vois, mais incroyable. Est-ce que, mais tu vas en parler, je suppose. Je sais pas. Donc, Qui sait? Qui sait? En deuxième position, je mets Automatic. Incroyable, ce MV qui passe de scène en scène. T'as l'impression que c'est un seul plan séquence, et c'est peut-être même qu'un seul plan séquence, j'en sais rien. Incroyable, cette chanson. Ça va être un peu vulgaire ce que je vais dire, mais je trouve qu'elle pue le sexe. Cette chanson, c'est la luxure, j'ai envie de faire l'amour sur cette chanson. Voilà ce que j'ai envie de faire quand j'écoute Automatic. C'est hyper beau. La voix de Wendy dans Automatic, je m'en remets toujours pas, quoi. Encore maintenant, à chaque fois que je l'écoute, elle me fout les frissons. Et pourtant, mais les gens, vous savez, enfin ceux qui me suivent, vous savez que je déteste les balades. Et déjà là, j'en ai cité deux, quoi. Red Velvet, enfin à la SM, Red Velvet ont la science des balades pour ce groupe. Cette chanson, elle est incroyable. C'est une caresse et une claque en même temps. Et je trouve que c'est un son incroyable. Alors bien sûr, il faut le vivre. Je pense que pas tout le monde sera d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent trouver ça chiant et voilà. Mais moi, ce que je vis en écoutant ce truc, je le vis pas avec beaucoup de chansons, quoi, tu vois. Vraiment, c'est peut-être ça qui différencie du coup Automatic de Psycho. Pour moi, les deux sont excellentes, mais Psycho, c'est une très bonne chanson. Automatic, c'est une très bonne chanson, mais qui me fait voyager, qui me fait quelque chose, tu vois. Vraiment... Moi, c'est une chanson, tu vois, je me dis, tu vois, autant on dit que du coup Red Velvet, c'est les queens des B-sides, mais pour moi, tu vois, Automatic, pour moi, c'est aussi le reflet que les Red Velvet, c'est les queens de la soul, tu vois, en K-pop, quoi. Enfin, il y a cet aspect aussi que je retrouve et tout, un peu dans ce type de chanson, soul, même balade et tout. Comme tu dis qu'il y a... Moi, tu vois, qui suis vraiment pas fan des balades et tout, c'est vraiment le seul groupe où j'adhère à tout. Et là, tu vois, Automatic, je la trouve aussi incroyable, quoi, cette chanson. Mais il y a un côté, voilà, que... Il y a qu'elles qui peuvent le faire. Oui. En mention honorable, alors j'ai mis en mention honorable, bon, 95% des chansons du groupe. Voilà. Je veux pas décider, hein. Mais bon, j'ai quand même... Je me suis forcé à faire un top 10 qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y a... Je crois qu'il y a au moins 6-7 chansons qui sont un peu cachées, dissimulées dans ce top 10 que je ne vais pas citer, du coup. Bref, du coup, il y a quand même Happiness, le début, qui a été voilà, ma découverte, du coup, de Red Velvet. Voilà, je découvre la K-pop... 2 ou 3 semaines après, je découvre Happiness. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'aime ce groupe. C'est parce que, tu vois, je les ai découverts dès le début. J'ai grandi dans la K-pop avec Red Velvet. Et voilà, il y a un coup de cœur direct avec Happiness. Oompa Oompa, bien sûr. Cool Hot Sweet Love, qui pour moi, un des sons R&B, mais mieux qui existe et tout. C'est impressionnant. Psycho, bien sûr. Grosse claque. D'ailleurs, même j'avais réagi quand tu avais fait ta vidéo réaction, j'avais mis en commentaire, c'était une sacrée claque, mais jamais j'aurais cru que je kifferais ce genre de son. Et vraiment, j'ai adoré. Et bien sûr, le vilain petit canard, Zimzalabim, qui est pour moi un son énorme. Voilà, avec toute cette composition déstructurée que j'adore. Tu passes d'un couplet, t'arrives à le refrain, tu prends ça dans la gueule, genre allez, va te faire voir et tout. Je trouve ça génial, ça explose et tout. Et puis, ouais, non, c'est génial, c'est festif. Mention honorable, alors moi j'aurais Sapi, que je trouve qui est mal aimé, qui est vraiment bien. En B-side de Kingdom Come, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que c'est ça aurait pu être un single, ça aurait dû être un single. C'est dans le même délire qu'Automatic, c'est vraiment incroyable. Happiness et ces fameux cheveux de couleur.
Mais c'était quand même quelque chose, Happiness. Les débuts, c'est toujours quelque chose. Hein. Quoi que tu dises que t'aimes ou pas le titre, ça marque un groupe à tout jamais, quoi. Russian Roulette, que j'aime beaucoup. J'aime bien son côté répétitif. Et j'ai bien aimé aussi le MV qui était à la fois creepy, un peu en mode Tom et Jerry ou Itchy et Scratchy plutôt. Ouais. Je trouvais ça assez sympa quand même. Le côté. Je trouve que c'est un peu la face. Alors pour moi, Peekaboo c'est un plus raide que Velvet, mais pour moi, Russian Roulette c'est la version raide de Peekaboo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Ouais, c'est encore plus raide que Peekaboo. Mais j'ai l'impression que c'est une version un peu pop et fun de Peekaboo, parce que dans Peekaboo il se passe aussi des trucs en mode elles s'envolent mais pas trop, elles se font des coups bas mais pas trop, et il se passe des trucs, enfin bref, voilà. D'ailleurs, la réalisatrice du clip de Russian Roulette est la réalisatrice du clip de Automatic. Voilà. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Du coup, le numéro 1. Je me demande ce que c'est. Alors, numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça me fait bien être En numéro 1, j'ai mis Red Dress. Du coup, donc je pense que j'en ai parlé déjà dans le podcast. J'en ai beaucoup parlé dans le Discord. Je pense que tout le monde sait que c'est ma sacro-sainte chanson. Voilà, c'est... Bon, je l'aime beaucoup pour des raisons personnelles, du coup, cette chanson. Mais aussi au niveau de la composition. Alors, je peux reconnaître que oui, il y a mieux, on va dire. Mais pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose énorme, je trouve, au niveau de la prod. Déjà, au niveau de tout l'instru, même si c'est principalement du synthé, il y a quand même des petits détails, parce que moi j'aime bien quand des petits détails dissimulés comme ça au niveau des instruments. Par exemple, tu vois, toute cette basse et tout, t'as une guitare basse que tu retrouves dans le refrain qui est hyper puissant, qui est ajouté à ça, tu vois, t'as une petite bells et tout, donc ça fait tu vois, je sais pas, un contraste entre quelque chose de très lourd, de très dark, et quelque chose de plus simple, plus léger et tout, un peu plus blanc, on va dire, je sais pas. Il y a une opposition, mais qui match parfaitement. Tu as aussi, justement, dans les pré-chorus, tu as un petit riff à la guitare qui t'entraîne et tout, qui élève le truc, c'est parfait. Tu as, du coup, dans le Voyage et tout, avant le dernier refrain, tu as quand même la high note de Wendy, qui est juste une des high notes les plus dingues que tu as entendues. Joy qui nous sort sa voix la plus sensuelle qui existe, même Sulgi. Bref, t'as vraiment, je trouve, surtout à prendre en compte que c'est l'album The Red, donc on est encore dans les débuts de Red Velvet, et tu as une maîtrise déjà des voix qui est énorme, et même au niveau de la composition, t'as quelque chose qui est très bien travaillé. Et surtout, pour moi, Red Dress, le seul défaut qu'il y a, c'est que pour moi, Red Dress, tu vois, c'est la chanson qui aurait dû ouvrir l'album The Red. Parce que pour moi, Red Dress, quand tu l'écoutes, c'est le début d'un festival. C'est le début de quelque chose. Tu vois en plus les différentes étapes. On arrive, vous êtes prêts et tout, le show va commencer, bim, ça explose. Puis après, hop, on te présente le sommaire. Voilà, aujourd'hui on va voir ça, tu sais, comme quand au cirque, quand on te défile un peu tous les artistes que tu vas voir. Tu vois, c'est ça, et puis ça explose et tout. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de Sgt Pepper, tu vois. Alors, là, les gens vont crier au scandale, où là, tu compares Red Dress à Sgt Pepper et tout, des Beatles et tout. Mais je veux dire, surtout dans sa construction, ce que ça raconte, ce que ça amène, voilà. Sgt Pepper, c'est une chanson qui ouvre un spectacle et qui, à la fin, du coup, ferme le spectacle. Red Dress, c'est exactement la même chose. Et je trouve que, justement, il y a une histoire, tu vois, au final, puissante et tout, qui est racontée par les instruments et par la composition et tout le rythme. Voilà, Red Dress, c'est une tuerie. C'est ma chanson préférée. Mon numéro 1, enfin tout le monde le sait, c'est Ice Cream Cake. Ça fait partie legit de mon top 5, si pas top 3 chansons de K-pop ever préférées. Pour moi, c'est un putain de tube. Il n'y a rien à jeter dans ce truc. Et j'adore le concept. Meufs qui se font chier dans un diner, qui sont en train de chiller dans le désert californien, ou dans le Nevada, ou l'Arizona, je sais pas. Et ce côté genre blond décapé avec leur lentille bleue là, genre Children of the Corn, j'aime tout dans Ice Cream Cake. La chanson est incroyable, du début à la fin, ça te prend la main et après ça t'arrache la gueule en fait. Genre le truc s'enchaîne, tous les trucs s'enchaînent super bien, la composition est quasi parfaite, les trucs s'enchaînent. Il y a un chat géant, on sait pas ce qu'il fait là en plein milieu du MV, mais c'est génial. Tu vois, tout est cool en fait. Pour moi, ça, quand j'ai entendu ça, parce que j'avais beaucoup aimé Happiness, mais j'étais en mode bon,
bon allez, c'est que le premier single. Quand j'ai entendu Ice Cream Cake, j'ai fait ok, la SM rigole pas du tout avec Red Velvet. Et je me suis dit, si ces meufs elles continuent à faire ça, je me suis dit ça peut potentiellement un jour devenir genre mon groupe préféré ou je sais pas quoi. C'est vraiment ce que je me suis dit quand Ice Cream Cake était sorti. Parce que j'avais plus eu cette claque là depuis, je pense, Roly Poly de Tiara ou I Am The Best de 21. Je me suis dit, ça c'est du son, tu vois. Ça c'est du refrain. Ça c'est un putain de bridge. Peut-être que ça manque un peu d'un changement de clé à la fin. C'est le seul petit truc sur lequel je vais pinailler. Mais quand même, genre le refrain, le la 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 la, mais tout est ouf quoi. Je me dis, est-ce que les gens s'en rendent compte quand ils écoutent que c'est genre c'est du caviar, genre c'est de la haute couture, mais c'est du haut son, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est crafté par des gens qui savent ce qu'ils font. Genre c'est du je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment, pour moi, c'est du high level de composition, de lyrics qui servent la musique, parce que même la manière dont elle chante, les hauts, les bas, les aigus, les graves, servent le son. Tu vois, la mélodie quoi. Tu écoutes ça, tu te dis mais putain c'est trop ingénieux quoi. Tu sais c'est comme un bon film et qu'à la fin tous les éléments font sens de tout ce que t'as vu depuis le début. Tu te dis mais putain en fait c'est tout a été pensé dès le début et tout a du sens, tout s'imbrique. Et tu te dis mais c'est incroyable. Moi c'est ça, Ice Cream Cake c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Mais même, tu vois, dans Ice Cream Cake, le la 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 la. Enfin, même il y a un truc un peu boîte à musique, tu sais, musique. Ouais, il y a un leitmotiv de ouf, incroyable. Et à côté de ça, il y a un truc très rock et tout qui se converse. C'est justement ça, tu vois, que j'adore chez Red Velvet. C'est ce truc qu'ils peuvent jouer sur deux plans différents, deux contrastes, mais ça va trop bien ensemble. C'est hyper harmonieux, quoi. Voilà, c'est leur touche qui fait que il y a pour moi le genre musical Red Velvet. Voilà. C'est fait Ice Cream Cake, je pourrais en parler pendant des heures en vrai. Là, on s'est lancé sur le truc, mais Ice Cream Cake. Mais d'ailleurs, quand on s'est connus et qu'on a parlé, tu m'as dit, moi j'adore Red Velvet. Et moi, je pense le premier truc que je t'ai dit, c'est putain, Ice Cream Cake, tube intersidéral quoi. Mais voilà, je pense qu'il termine notre podcast, qui est un peu long, je crois, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, Valentin peut te retrouver sur le Discord de la chaîne, Instagram, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, point K-pop, une petite chaîne YouTube en quelque sorte, non? Ouais, un truc, c'est encore, je me tâte, je teste des trucs pour l'instant, on verra, mais du coup, voilà, sinon la chaîne c'est Valentin B. De toute façon, vous me voyez dans les commentaires, si vous cliquez sur mon profil, vous aurez la chaîne, quoi. Donc voilà, je teste des trucs. J'écris pour l'instant, on va voir si je sortirai du contenu plus souvent ou pas. Oui, et puis aussi sur la chaîne Monsieur Parapluie, parce que c'est là où on est pour le moment, mais peut-être que des gens nous écoutent via Spotify et nous découvrent comme ça. L'Instagram, le Twitter, le Facebook, le Discord, le Redbubble, le Shop, bref, partout. Quoi d'autre? Stan Luna. Stan Luna. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao, bye bye bye.